Bonsoir. Le thème de la bénévolence était un sujet particulièrement inconnu jusqu'il y a ici à peu près quelques mois. Montpellier Business School, qui est une école de commerce reconnue, a bien voulu accueillir la première étape du tour des grandes écoles, justement de ce grand tour d'explication de ce concept de la bénévolence dont nous allons parler évidemment tout au long de cette conférence. Merci à MBS déjà d'accueillir cette première conférence de cette grande aventure qui est l'explication, la pédagogie, l'évangélisation de la bénévolence. Et je vais demander à tout seigneur, tout honneur, à Bruno Ducasse, qui est le directeur général de cet établissement, de bien vouloir ouvrir cette conférence officiellement. C'est à lui que revient cet insigne honneur. Donc, Monsieur Ducasse, si vous voulez bien avoir la gentillesse de démarrer cette conférence, s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent évidemment à distance et pour ceux qui sont dans la salle et qui vont continuer à arriver. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Jivanovic, de cette introduction. Bonjour je vais quand même dire à toutes et à tous, même si en présentiel, nous ne sommes pas très nombreux. Bonjour également à ceux qui nous suivent à distance, aux quelques dizaines de personnes qui sont connectées. Les étudiants ne sont pas là aujourd'hui parce que malheureusement, nous avons été contraints depuis mardi de la semaine dernière de basculer tous nos cours en distanciel, le temps de s'équiper en matériel qui nous permettront d'assurer des cours en ce qu'on appelle le comodal, c'est-à-dire des étudiants en présentiel et en même temps une retransmission simultanée en visioconférence, puisque étant placés en zone d'alerte maximale, nous sommes contraints depuis mardi de la semaine dernière de n'accueillir que 50% de la jauge dans chaque salle de cours. Donc contexte un peu particulier, vous voyez qu'on porte le masque aujourd'hui tous pour aussi donner l'exemple, puisqu'on demande à l'ensemble des professeurs, l'ensemble des étudiants lorsqu'ils étaient en présentiel de porter le masque. Bon, je suis ravi d'accueillir dans ce contexte particulier le Bénévolence Tour. J'espère que nous serons la première étape de nombreuses étapes. Merci Monsieur Patrick Mercier d'avoir initié ce tour de la bénévolence. Vous êtes fondateur et président de l'agence Change, développeur du concept de la bénévolence dont vous allez nous parler tout à l'heure. Merci également au maître de cérémonie de ce soir, cher Patrick Jivanovic. Vous nous avez présenté ce concept et ça nous a semblé très intéressant d'accueillir cette conférence ce soir. Et puis bonsoir aussi et merci d'être présente à Juliette Rigal des éditions We Love Books. Il y a la continuité pédagogique à laquelle nous sommes très attachés à MBS, mais nous souhaitons également maintenir une continuité dans les débats et les échanges d'idées sur des concepts d'importance. Et c'est la raison qui nous a incités à maintenir cet événement malgré le contexte compliqué. Nous maintiendrons d'ailleurs le plus d'événements possible, alors soit sous une forme un peu comme aujourd'hui, avec quelques personnes en présentiel, d'autres à distance, ce qui nous permet aussi, et c'est important de le souligner, d'enregistrer en vidéo l'ensemble de la conférence et après de pouvoir s'en resservir lors de cours auprès de nos étudiants et également ce qui permet à toute personne qui est intéressée par le sujet de pouvoir visionner quand il le souhaite la conférence. On voit aujourd'hui que c'est un concept qui se développe depuis le confinement, depuis le mois de mars. De plus en plus des événements, des conférences sont enregistrées et il y a un grand nombre de personnes qui les regardent, qui les visualisent à distance. Alors l'événement de ce jour porte sur un sujet qui est cher à MBS, qui s'est développé depuis de nombreuses années sur la RSE. Tout d'abord sur tout ce qui touche à l'inclusion, à l'ouverture sociale, à la diversité. Et aujourd'hui, avec un focus particulier sur la RSE. Nous allons avoir deux intervenantes
de renom pour MBS, Sédrine Joly et Magali Marais, qui sont toutes les deux spécialistes de la RSE, en marketing, en stratégie de la RSE. C'est un domaine qui va donner lieu à la création d'ailleurs d'une chaire dans les prochains jours, prochaines semaines, après de nombreuses années de travaux au sein d'un groupe de réflexion. Une chaire va maintenant être créée sur le sujet. Cette conférence s'inscrit aussi pour MBS dans le prolongement d'autres événements desquels nous sommes partenaires. Nous avons accueilli, alors accueilli c'est un bien grand mot, également en distanciel, la première étape des rencontres du développement durable qui a eu lieu le 22 septembre dernier. Rencontres qui se sont étalées sur 7 jours dans 7 campus d'écoles, d'universités, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs en France, et qui avaient pour objectif d'aborder l'ensemble de la sphère du développement durable. Je reste convaincu que les échanges entre chefs d'entreprise, dirigeants, enseignants-chercheurs et après étudiants sont riches et vont conduire à transformer après l'entreprise. La recherche au sein de MBS n'est pas qu'une recherche purement fondamentale, mais elle s'attache à travailler sur des problématiques d'entreprise. Et Magali et Sédrine travaillent souvent en collaboration sur des problématiques rencontrées par les entreprises. Je vous souhaite un excellent moment. J'espère que cette conférence va vous intéresser. Et maintenant, place au débat. Merci Bruno Ducasse pour cette introduction. Nous vous rappellerons pour la conclusion, comme il se doit, c'est le protocole évidemment. J'aimerais, si c'était possible, demander aux personnes en régie de bien vouloir afficher peut-être le lien web sur lequel on peut se connecter, que ce soit Teams. On ne peut pas. Bon, très bien. Alors on va continuer. On va faire ça avec beaucoup de souplesse et de sérénité, en vous donnant un peu l'ordre du jour de cette conférence. D'abord, la raison de sa tenue, alors on en a un peu parlé, Bruno Ducasse l'a évoqué très brièvement, la bénévolence est un nouveau terme, mais finalement, et on le verra tout au long de cette conférence, et particulièrement s'agissant de la présentation de Patrick Mercier, qui est à la fois l'auteur de l'ouvrage de Power of Benevolence, mais en même temps l'inventeur de ce concept, est-ce quelque chose de nouveau ou quelque chose d'innovant ? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Je pense plutôt, moi, pour l'innovation, mais c'est à lui que reviendra effectivement cette mission que de nous l'expliquer. Et puis, nous aurons des intervenants. Vous l'avez dit, Bruno Ducasse, nous avons 2 professeurs émérites de l'école qui sont 2 enseignants-chercheurs, alors qui sont, au demeurant, peut-être des théoriciens des sciences sociales du marketing, mais qui sont visiblement, après m'être entretenu avec elles, je peux le dire assez, sincèrement, qui sont des femmes d'entreprise, donc qui connaissent bien la vie de l'entreprise. Donc à ce titre-là, leur regard nous intéresse, c'est-à-dire qu'elles sont finalement le trait d'union entre les élèves, les étudiants, qui nous intéressent quand même ici. Nous sommes dans une école de commerce. Et puis parlons de commerce, on va parler aussi de commerce. C'est pas un mot tabou, le commerce. On va parler de gagner, on va parler de croissance, on va parler de profit. Et d'ailleurs, la bénévolence n'est pas contre le profit. Patrick Mercier peut-être le soulignera encore mieux que moi tout à l'heure. Donc nos 2 professeurs, nos 2 enseignants-chercheurs seront là pour être le trait d'union avec ce que les entreprises pensent aujourd'hui, ce que la bénévolence signifie pour Patrick Mercier, puis ce qu'elle pense pouvoir diffuser, distiller auprès des étudiants qu'elles ont tout au long de l'année universitaire. Et puis, nous avons 2 entreprises qui sont ici autour de la table. Donc Sophie Malka, d'abord, qui représente un groupe de distribution de mode, qui, là aussi, travaille sur des concepts de bénévolence. Elle nous dira quelles sont ses expériences, quelles sont finalement ses actions qu'elle mène dans le cadre de son groupe, qui est un groupe important, qui est un groupe national. Et puis, une entreprise, NG Green, représenté par Philippe Le Soil, ici présent, qui m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Il m'a dit, mais finalement, la bénévolence, pour moi, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, j'en fais sans le dire vraiment. Est-ce que j'en fais ? Oui. Quel est son nom ? Ça, je ne sais pas très bien encore, mais il va nous le dire, il nous le précisera. Et puis, évidemment,
l'auteur de l'ouvrage, Patrick Mercier, qui est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Change, qui est un groupe spécialisé dans les métiers du marketing et de la communication, et c'est lui qui a commis cet ouvrage, donc, et qui porte depuis maintenant quelques années, je pense que c'est quelqu'un qui a quelques convictions successives, mais il nous le dira, ce concept de bénévolence. Alors, 3 points forts avant de vous passer la parole, Patrick Mercier. Vous avez bien votre micro. Oui, tout est bon. 3 points forts. D'abord, on a souvent évoqué la bénévolence comme une utopie. Moi, j'ai lu ce livre, comme tout le monde ici. J'y vois un recueil de cas d'usage. Donc je me dis que si c'est une utopie, elle est déjà bien en marche quand même, hein, relativement pratiquée. Deuxième point, on comprend que, on a compris depuis longtemps, j'espère que je serai suivi dans mes propos par les enseignants-chercheurs qui sont d'ici, mais on a compris que l'entreprise avait un vrai pouvoir économique dans notre vie de tous les jours. Et à la lecture de ce livre, on peut comprendre que finalement l'entreprise a aussi un devoir social et qu'elle a finalement cette capacité sociale à rendre heureux et heureuses les hommes et les femmes qui travaillent au sein de son entreprise. Et enfin, le troisième point, et ça c'est un point plus technique, alors pardonnez-nous peut-être, mais je suis à peu près certain d'être entouré ici par des professionnels du métier, on va se dire que la bénévolence intervient-elle dans le mix communication, c'est-à-dire est-ce que c'est un outil, une technique de la communication, ou la bénévolence intervient-elle dans le mix tout court de l'entreprise, c'est-à-dire dès la fécondation, on va dire, dès la création de l'offre vers le grand public. Voilà 3 points forts qui, de mon point de vue, sont des sujets qui ont été abordés dans ce livre. Donc vous avez à peu près, allez, on va dire quelques minutes pour nous dire 10 ans de votre vie. Oui, c'est extrêmement facile. Bon, déjà, je suis ravi d'être avec vous ce soir, et donc merci pour l'invitation à double titre. D'abord parce que ça fait plaisir de parler de bénévolence, et puis j'ai débuté ma carrière à Montpellier, donc ça compte double de faire ce premier tour de la bénévolence ici. Donc à nouveau, merci beaucoup pour cette invitation. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions de Patrick Jevanovic, je vais essayer en tous les cas. Ce que j'ai prévu pour essayer de mettre des définitions sur des mots, c'est en 2-3 slides que vous verrez apparaître, c'est une définition de la bénévolence, et puis des exemples concrets, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une partie théorie, et puis on a besoin aussi d'exemples, et vous verrez à travers les 4 exemples qui vont être présentés qu'on peut allier bénévolence et croissance, on peut allier bénévolence et innovation, on peut allier bénévolence et création d'un produit avec une société pour laquelle nous travaillons qui s'appelle Pool House. Donc on va voir des exemples concrets, et à chaque fois je vous ferai un petit commentaire pour vous dire en quoi il s'agit d'exécution du concept de bénévolence. Alors pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, le mot bénévolence en fait est un mot français. C'est un très vieux mot français qui a initié d'ailleurs le mot bienveillance, comme quoi c'est un peu le cercle à l'envers. Et c'est aussi un mot qui est la parfaite, je dirais pas traduction, mais la parfaite adaptation de bienveillance en anglo-saxon. Donc on a trouvé que c'était l'occasion de réveiller ce mot français et en même temps de pouvoir avoir un mot qui puisse s'exporter, en tous les cas de pouvoir avoir un potentiel international. Alors quelques mots pour définir, j'espère que vous verrez les slides bouger, pour définir, alors moi je ne les vois pas, donc j'espère que je dirai la même chose qu'il y a sur les slides. En fait, la genèse de la bénévolence, c'est, on le verra tout à l'heure avec l'étude de BVA, c'est en fait faire le bien pour les gens, et c'est de s'intéresser aux gens, c'est de se mettre dans la tête des gens pour diriger en fait toutes ces actions marketing, d'innovation, de service et in fine de communication. Donc il y a une notion qui est très importante, c'est comment on peut améliorer concrètement la vie des gens. Et ce qui est encore plus important aujourd'hui, après cette période, j'allais dire post-Covid, non, puisqu'on est dedans, mais en tous les cas, ce qu'a réveillé en fait la période que nous venons de vivre, c'est que la notion de sincérité était capitale. C'est-à-dire que là, il va y avoir une sanction naturelle entre les gens qui font des déclarations sur des concepts de bénévolence et les entreprises qui vont vraiment pouvoir aller plus vite que les autres, c'est la sincérité. C'est un point capital. Le second élément, ce sont les actes, c'est-à-dire que
On a vu, vous avez tous vu, des magnifiques campagnes, des magnifiques déclarations pendant le confinement, où en fait, comme par magie, des entreprises se réveillaient avec de magnifiques intentions. On va voir maintenant celles qui vont passer aux actes et qui vont faire des choses concrètes. Je prends juste un exemple, c'est le patron de la Maïf qui a décidé, sans qu'on lui demande, de reverser 100 millions d'euros aux personnes qui étaient assurées, pour lesquelles, enfin celles qui circulaient moins. Il n'y a pas eu une grande action, un grand film pour communiquer là-dessus, mais simplement un fait concret en disant on a décidé de le faire. Ça, c'est un acte de bénévolence parfait, c'est-à-dire qui améliore la vie des gens et qui s'intéresse à la vie des gens. Donc, on a parlé de sincérité. Sur ces slides, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'amène le pouvoir de la bénévolence, c'est un sens à la transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises savent qu'elles doivent se transformer. Ce que donne la notion de bénévolence, c'est qu'elle donne un sens. Parce que quand on dit « oui, je sais, ma boîte doit se transformer », la question qui se pose tout de suite, c'est « mais dans quel sens ?» C'est-à-dire, dans quelle direction ? Ce que suggère en fait la bénévolence, et je le dis bien, c'est une des solutions. Il ne faut pas ériger la bénévolence comme la solution magique et unique à toutes les problématiques de transformation. C'est une des solutions. C'est une solution qui, en tous les cas, a le mérite de se mettre dans la tête des gens, de se dire qu'est-ce que je peux faire de bien pour les gens aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de bien concrètement tous les jours pour les clients, pour les gens. Et c'est en fonction de cette préoccupation qu'on peut transformer son entreprise, son offre marketing, son innovation. Ça va être une fois de plus déterminant, puisque la fracture que venons de vivre, je pense qu'on la sous-estime aujourd'hui, fait qu'il y aura une sanction très forte, à la fois sur la notion de sincérité, mais aussi sur les entreprises qui voudront faire véritablement du bien pour les gens. Donc très rapidement, vous avez pu découvrir la définition de la bénévolence. En fait, c'est une définition qui a vu le jour il y a quelques années avec ce qu'on appelait le Benevolence Index. Alors, on a pris l'initiative avec la société BVA de vouloir mesurer en fait les marques avec un nouvel angle. Là, vous connaissez tous les indices classiques de mesure de marque, c'est-à-dire capacité à être empathique, capacité de différenciation, etc. Là, c'était des nouvelles questions et on a mis au point. Ça s'appelait l'indice de bienveillance au départ, qui s'est transformé en Benevolence Index. On l'a testé, on l'a mesuré, et en fait, on a mesuré énormément de marques. Vous allez voir un certain nombre de marques. En fait, on mesure chaque année environ 300 marques auprès de 5000 Français. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme indication ? D'abord, 5000 Français, vous le savez, quand on fait une étude, c'est environ 1000 personnes. Là, il y en a 5000, donc c'est une étude très lourde, très significative, et donc, du coup, très stable. On posait 2 questions. La première question, c'est est-ce que cette marque améliore concrètement votre vie ? Question très simple. Donc, où en fait on intègre l'ensemble des paramètres du mix marketing. Et puis deuxième question, est-ce que cette marque s'adresse à vous avec empathie et respect ? Qui est une question assez bizarre, mais qui simplement dénote du fait que lorsque la marque prend la parole, est-ce qu'elle le fait de façon respectueuse et avec empathie ? Ces 2 questions ont donné lieu à un indice. Vous connaissez tous le principe du NPS, c'est-à-dire c'est extrêmement simple. Il faut mesurer les marques de 0 à 9 ou 0 à 10 selon les cas. Et vous avez un indice de bénévolence. Donc vous pouvez savoir où est-ce qu'en est votre marque. Donc on a mesuré énormément de marques. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que très souvent, bénévolence allait avec préférence, puisqu'en fait on a croisé les données de bénévolence avec celles de préférence. On s'aperçoit qu'il y a un lien direct entre la bénévolence. Alors il y a quelques exceptions. On parlera aussi, je vous raconterai une anecdote sur les gens de McDo qui étaient très mal notés et qui j'ai pris une engueulade au téléphone, donc je vous raconterai l'anecdote tout à l'heure. Donc la bénévolence aussi est un élément de préférence, qui est un élément capital aujourd'hui dans les problématiques de marque. On a mesuré énormément d'indices, énormément de marques. On a essayé de comprendre, en fait, vous le verrez dans les slides, comment on pouvait décortiquer, comment on pouvait comprendre la logique des marques à travers la bénévolence. Alors, ce que vous pouvez voir sur cette slide, c'est différents niveaux, c'est-à-dire alors, je vais me tourner 2 secondes, comme ça sera plus simple. Vous avez les marques en bas qui s'appellent les réfractaires, c'est-à-dire les marques comme Burger King, SFR, etc., qui sont des marques qui, finalement,
de façon consciente ou inconsciente, ne sont pas très sensibles à la bénévolence. Et vous avez tout en haut les marques qui spontanément sont des marques bénévolentes, c'est-à-dire soit elles sont nées comme ça, soit elles ont travaillé leur mix marketing de façon très bénévolente. Ensuite, qu'est-ce que ça permet de mesurer? Ça permet ensuite de vérifier que sur une même catégorie, il y a des marques qui sont plus ou moins bénévolentes. Et en fait, ça donne le signe. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque vous avez une marque qui est champion en matière de bénévolence, vous regardez les best practices, vous constatez ce qu'elles font, et on peut très bien s'en inspirer pour orienter la stratégie de sa marque. Donc c'est extrêmement simple. Vous avez ici des podiums selon les catégories, donc qui sont des podiums des marques les plus bénévolentes. Un autre podium qui permet de vérifier, par exemple, que Lidl, qui était très très loin il y a quelques années, est perçu comme une marque bénévolente. Alors, on va se dire, c'est quand même étonnant. Comment cette marque, qui était très mal jugée il y a encore 10 ans, aujourd'hui peut être une marque bénévolente? De façon simple, de façon extrêmement simple et quotidienne, ça ne vous a pas échappé. Ils lancent régulièrement des séries limitées sur des produits de cuisine, par exemple, qui sont des produits beaucoup moins chers que, je pense par exemple au Robomix, qui au lieu d'être à 1 200 € sont à 200 ou 300 €. Ça rend service aux gens, c'est concret, c'est pratique, et donc ça intéresse les gens. Donc, quelques indices aussi qui permettent de distinguer des clients les non-clients. Donc pour les marques, ça permet de se dire, par exemple, lorsque sa marque n'est pas bénévolente sur des non-clients, ça permet de réorienter en fait sa stratégie et sa différenciation sur clients, non-clients. Donc voilà, l'ensemble des mappings, c'est quelque chose qui est très riche. Je vais assez vite parce que sur les slides, c'est pas forcément très lisible, mais on a pu, avec cette étude, avec ce Benevolence Index, mesurer de façon très détaillée, maintenant environ 600 marques, et de pouvoir avoir des scores stables en matière de performance de marques bénévolentes. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, parce que je suis attaché à montrer des exemples, et comme le disait tout à l'heure Patrick, ce qui est intéressant, c'est un peu de théorie, il en faut, mais aussi beaucoup de pratique pour qu'on se dise comment ça marche. Alors, on va voir un premier exemple. C'est dans un secteur qui malheureusement souffre aujourd'hui, c'est l'hôtellerie et le tourisme. C'est de se dire comment on peut être bénévolent dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Et en fait, le choix de cette marque, ils ont fait ce que devraient faire peut-être toutes les marques aujourd'hui, toutes les enseignes, c'est à travers ce qu'on appelle le parcours client, c'est de déterminer des zones de friction ou des zones négatives et se dire, quand il y a une zone de friction, je la transforme en zone positive, en relation positive. Dans l'hôtellerie, il y a un truc qui nous agace tous, en fait, c'est le check-out. Vous dites, merde, il va falloir que je parte à 10h, à 11h, et il y a une zone de stress qui se construit, qui est liée en fait au fameux check-out. Donc vous allez voir cette enseigne qui a fait le choix de transformer de façon positive cette problématique. On en parlera dans un instant. Je vais essayer de lancer la diapo. Voilà, en principe, ça doit marcher. Ça serait bien si on avait le son. Ça serait mieux. Il faut l'imaginer. Donc, je peux vous faire le son, je vous raconterai l'histoire. C'est un exemple qui est dans le livre. Hein. C'est un exemple qui est dans le livre. En fait, puisqu'il n'y a pas de son, on va faire le son. Oui. Ils ont répondu à cette contrainte du check-out en disant si votre chambre n'est pas louée le lendemain, en fait, vous pouvez la garder le temps que vous voulez. Donc on va dire c'est une idée simple. On aurait pu se dire pourquoi on n'y a pas pensé avant. Et là, qu'illustre en fait ce cas, c'est que les gens ont joué le jeu. Et le business de cet hôtel, de cette chaîne d'hôtels, en fait, s'est développé. Vous avez les résultats sous les yeux. Donc, ils ont gagné en business, ils ont gagné en empathie, en relationnel avec la marque. Et puis, ils ont fait un autre constat, c'est que lorsque les gens restent dans l'hôtel, ils vont rester dans le bar ou dans le restaurant lorsqu'il y a bar et restaurant, et finalement, consomment plus. Donc, c'est triplement gagnant. En termes d'image et en termes de RP, forcément, ils ont eu des retombées presse dans le monde entier. Donc, ça, c'est l'aspect communication. L'aspect business lié à l'hôtellerie, c'est qu'ils ont eu un taux de fidélisation qui est très largement supérieur à tous les hôtels. Puis troisième élément, c'est en termes de chiffre d'affaires, il y a eu un additionnel qui n'était pas prévu. Donc qu'est-ce qu'on constate avec ce merveilleux exemple, qui s'appelle donc Arts Hotel? C'est Benevolence
égale relationnel, et benevolence égale business et égale croissance. Donc on s'aperçoit que, ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est que c'est à la fois un formidable cas dans un secteur qui semble un peu coincé, et deux, c'est un cas d'innovation, c'est-à-dire qu'ils ont osé à un moment donné remettre en cause la problématique du check-out. On va voir un autre exemple. Hop, je vais passer. Je ne sais pas, vous voyez tous bien? Là, c'est pour une marque que vous connaissez tous, qui s'appelle Volvo. Et en fait, ils auraient pu faire une campagne ou une énième campagne sur la sécurité. Ils ont fait un autre choix. Ils ont constaté, notamment en Angleterre ou dans les pays scandinaves, que beaucoup de cyclistes se faisaient renverser. Et donc, ils se sont dit, comment nous, marque historique et d'automobile, dans la sécurité, on pourrait prendre une position bénévolente pour essayer de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une bombe, donc que l'on passe sur ses vêtements, et qui, en fait, vous permet d'être beaucoup mieux vu, en fait, le soir dans les rues. Vous allez dire, mais c'est une marque automobile qui s'intéresse aux gens qui sont à vélo. Et justement, ce qui est formidable en matière de bénévolence, c'est qu'on peut sortir de son métier d'origine pour dire qu'est-ce que je peux faire concrètement pour les gens, pas simplement pour mes clients, je reviendrai sur cette notion, qu'est-ce que je peux faire pour les gens de mieux par rapport aux valeurs de ma marque. C'est ce qu'a fait Volvo en se disant, nous, on est sur la sécurité, les vélos, il y a des problèmes, on va créer une bombe. Et en fait, ce qui s'est passé, qu'au début, c'était une action qui était prévue que pour un concessionnaire, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, en fait, ce produit s'est développé dans 4 à 5 pays. Donc qu'est-ce qu'on observe dans ce merveilleux exemple? C'est qu'on peut sortir de son métier, on fait quelque chose de bien pour les gens, c'est innovant. Donc là, vous avez le son. Merci. Donc c'est un succès incroyable pour une marque. Et là aussi, ils ont observé un point d'irritation dans la vie des cyclistes. Et donc, c'est un exemple qu'on aime beaucoup, qui est un exemple iconique de benevolence. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Je vous laisse jusqu'à maintenant la leçon, vous allez le voir jusqu'à la fin. Putting something on that will make you scream out to drivers like me is a fantastic thing. I think cycle safety in London is not all about bicycles, it's about cars, it's about pedestrians, it's about sharing the road with other users. So it's great that a car brand has got involved to essentially help cyclists and help drivers in the end, save lives. Voilà, donc succès d'image, succès commercial. On va voir un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est dans un secteur un peu bloqué, qu'on pourrait penser bloqué, qui est le bricolage. Et en fait, c'est une petite chaîne scandinave, c'était un petit magasin d'outillage et qui était en perte de vitesse et qui s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour relancer mon business tout en étant bénévole? Alors, probablement qu'ils ne se sont pas posé la question de cette façon-là, ils ne se sont pas dit comment on peut être bénévolant, ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pour les gens. Et en fait, ils ont fait un constat simple, c'est que lorsqu'on est un piètre bricoleur, ce qui est mon cas, on ne va pas acheter une perceuse, on ne va pas acheter une ponceuse, on se dit, bon, bah, tant pis, on ne le fera pas. Donc, ils ont créé un élément très simple. Vous allez voir, ça s'appelle le toolkit. C'est-à-dire, quand vous achetez des vis dans un petit magasin, ils vont vous prêter l'ensemble de l'outillage pour faire votre bricolage. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que non seulement cette chaîne n'est pas partie en faillite, mais ils ont développé X magasins dans leur pays d'origine. Vous allez voir juste le principe de Toolpool. Back in the day, small hardware stores could be found on every street corner in city centres. But giant home improvement chains in the suburbs have taken over the market. Today, Malmö Hardware Store is the only one of its kind left in southern Sweden. The store needed a new idea to attract more customers. We learned that the store's main earnings come from supplies like paint, screws, tape, and so on. Not from expensive investments like power tools. Tools that you probably only use once or twice. So, in December 2012, we introduced Toolpool. Toolpool works just like a carpool, but with tools. And it's for free. Connect with your computer or smartphone to become a member. Pick your tool, select a date. Head down to Malmö Hardware Store to pick it up. And while you're at it, get those nails and masking tape that you need for your project.
The day after the launch, Toolpool received extensive media För några coverage. veckor sedan öppnades till exempel en Toolpool, verktygspool i Malmö. Om bilpooler och ja, varför inte? Funkar det på samma sätt? Har du inte borrmaskin så är det ett stort problem. The booking system is built as a Facebook app, so when you join or borrow a tool, all your friends get to know about it. In just 1 month, Toolpool reached more than 600 members, and the number is growing every day. While picking up their tool, 8 out of 10 bought extra supplies in the store. Sales increased by 25%, and requests for Toolpool in other cities keep coming in. Donc ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qui a été dit au début, c'est que quand on parle de benevolence, on parle aussi de croissance. Là, on parle de renouveau d'enseigne et de relancement. Donc il faut absolument garder cette idée, c'est que la benevolence aide la croissance et le développement. Probablement, on y reviendra tout à l'heure, une nouvelle forme de croissance, plus douce, moins brutale, mais c'est probablement plus durable. On va voir un dernier exemple. Hop, c'est pas celui-ci. Je vais essayer de le passer. Voilà, c'est un exemple qu'on aime beaucoup parce que d'abord, c'est un client de l'agence, donc à un moment donné, c'est un peu d'autopromotion. C'est une marque que vous connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle Pool House, et qui est historiquement une marque qui est bénévolente. C'est-à-dire que lorsque vous produisez des œufs, vous avez donc des poules, ce qui est logique jusque-là, mais dans la majeure partie des cas, les poules sont tuées lorsqu'elles ne pondent plus, c'est-à-dire en environ 18 mois. Cette marque a décidé de développer son business model en laissant vivre les poules après 18 mois, mais encore plus, ce qui est très très bénévolent pour le coup, en créant la première caisse de retraite des poules, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez 6 œufs, vous versez une petite somme d'argent pour la vie après la ponte des œufs pendant environ 2 ans à 3 ans, ce qui est la durée de vie moyenne d'une poule. Donc on s'aperçoit sur un secteur extrêmement banalisé, qui sont les œufs, avec un secteur qui s'est amélioré avec les œufs bio, eh on peut encore aller plus loin avec une marque qui est extrêmement bénévolente dans un secteur banalisé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a souvent dit au début, lorsque on présentait le concept de benevolence, est-ce que ça génère de la croissance? La démonstration est faite. La démonstration est faite que ça aide à l'innovation et à la transformation. Et puis, avec cet exemple que je vais vous dérouler, c'est la démonstration que ça peut être aussi au point de départ d'un business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut inventer des concepts de marque en partant de la bénévolence. Bon, ça, c'est le film qui a été produit. Chaque année, 50 millions de poules sont tuées à l'âge de 18 mois parce qu'elles ne pondent plus assez. Et il n'y a que vous qui pouvez les sauver. Chez Pool House, nous nous engageons à prendre soin d'elles jusqu'à leur mort naturelle. Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. Donc voilà, donc c'était un merveilleux exemple. Bon, le film qui a été produit par l'agence, c'est un très beau film en 3D qui exagère un petit peu évidemment un certain nombre de choses, mais pour qu'il soit intéressant. Mais sur le fond, on constate une fois de plus que benevolence égale innovation, croissance, relancement de marque et voire même création de concepts. Donc voilà quelques exemples, une définition très simplifiée mais très efficace de la bénévolence et puis des exemples concrets que je souhaitais vous présenter ce soir dans cette première présentation. Merci Patrick Mercier. Avant de passer la parole à nos invités et évidemment entendre leurs réactions, moi j'avais quelques points à soulever avec vous s'agissant de la bénévolence et particulièrement des exemples qu'on vient de voir. Prenons l'exemple de la mutuelle, parce que c'est à la fois un point de forme et surtout un point de fond, je pense. La mutuelle est tournée vers ses sociétaires. Son principe même veut qu'ils soient égalitaires.
L'exemple de la Maïf est intéressant puisqu'en temps de crise, elle dit avoir redistribué une centaine de millions à ses sociétaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les primes d'assurance vont baisser à la fin de l'année. C'est en tout cas le régime tel qu'il a été décrit. Est-ce que finalement, pour une mutuelle dont c'est le métier de faire du bien, la bénévolence n'est pas inscrite totalement dans l'ADN? C'est-à-dire en clair, hors de la bénévolence pour une mutuelle, point de salut. Ben, oui, c'est clair, beaucoup plus que les banques d'ailleurs. Mais clairement, je pense que d'ailleurs, quand on regarde les postures et les discours des mutuelles, je pense qu'elles sont déjà naturellement dans la bénévolence, puisque leur ADN est construit sur ce point-là. Ceci étant dit, il faut quand même noter l'action de la Maïf, qui a pris cette initiative avant tout le monde, ou à côté de tout le monde, peu importe, et ça n'avait pas été fait. Donc à un moment donné, certes, les mutuelles sont dans cet ADN, mais il y a ceux qui font, et puis il y a ceux qui observent. Deuxième exemple intéressant dont vous nous avez parlé, il s'agit de Lidl, dont tout le monde connaît aujourd'hui l'histoire en France. Lidl est un cash and carry, c'est-à-dire qu'en clair, Lidl était un distributeur qui mettait des produits non pas en rayon, mais dans un dépôt, et les clients venaient les chercher. C'était à peu près très schématiquement et très trivialement le concept même de la distribution selon Lidl. C'est vrai que cette enseigne est devenue une marque. Il faut appeler les choses par leur nom. Beaucoup par la rénovation des magasins, donc en clair, beaucoup dans son mix par le circuit de distribution. Et là, on parle effectivement de Lidl qui fait du bien à la consommation, par exemple en vendant des Thermomix, pardon, le terme est impropre puisque Thermomix est une marque, finalement des copies, des MeToo de Thermomix à peu près un tiers de son prix. Est-ce que finalement la promo est une des valences de la bénévolence? Il faut qu'elle le soit, c'est-à-dire que la promotion, si elle est bien faite, si elle est faite de façon respectueuse, c'est une façon de dire à un consommateur ou à une personne « j'ai construit quelque chose de compétitif pour toi ou d'intéressant », et je crois que c'est un vrai sujet parce que pendant des années, on a méprisé les opérations de promotion. Alors quand je dis des opérations de promotion, c'est des opérations qui parlent de prix. Je pense que la bénévolence est un nouveau point de départ pour parler des prix différemment. Dans le cas de Lidl, c'est un très bon exemple. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour parler des prix différemment à travers la bénévolence. On ne fait que démarrer là-dessus. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'on doit parler du prix, puisque c'est je dirais, c'est la veine même de l'ensemble des distributeurs. Quel distributeur aujourd'hui, quel que soit, Sophie Malka tout à l'heure nous dira évidemment quelques mots là-dessus, quel distributeur aujourd'hui ne parle pas de prix comme son premier motif, on va dire, son premier stimuli vers le consommateur? De toute façon, tous les distributeurs doivent parler de prix. Après, c'est la question, c'est comment on en parle. Je vais vous donner un exemple. On a fait une proposition à un distributeur de biens d'équipement en disant OK, on doit à un moment donné faire des opérations qui sont entre moins 40% et moins 70%. Ça arrive lorsque c'est du déstockage. Mais vous, si vous le présentez différemment, notamment pour la cible des jeunes, je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'on est dans des villes très urbanisées comme Paris, Lyon, etc., Montpellier, en fait, on sait que les jeunes ont des petites surfaces. Plutôt que leur dire « viens chez moi, je vais te faire moins 70%», si on leur dit, si on invente un système qui est un système de promotion inversée en disant « plus ta surface est petite, plus ta promotion est importante ». Ça change tout. C'est la même promotion, c'est la même offre commerciale, sauf qu'en perception, il y a un petit truc qui se fait dans la tête en disant « tiens, tu as observé comment je vivais ». Ça, c'est la bénévolence. Ça change tout. Alors, un autre point, le dernier, avant de laisser la parole à nos invités. Celui-là non plus, il n'est pas trivial, il me semble. On a vu dans ces exemples, et je pense que chacun a pu le constater, particulièrement sur les films que vous avez présentés, il faut du temps pour expliquer la bénévolence. Il faut du temps. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on bénéficie, on dispose de ce temps? Je crois que ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que de dire aux gens qu'est-ce que peut faire l'entreprise pour améliorer concrètement la vie des gens, je pense que c'est assez rapide. Donc je pense qu'après, la question, c'est est-ce que l'entreprise est prête à ça? Est-ce que les dirigeants de l'entreprise est prêts à ça? Parce qu'en fait, la bénévolence, ce n'est pas juste une déclaration, c'est un vrai combat quotidien dans l'entreprise en se disant je veux entraîner mon entreprise, je veux entraîner tous mes collaborateurs dans une démarche plus bénévolente. Donc c'est une histoire de sincérité. Je pense qu'on peut faire semblant, ça sera de plus en plus difficile. Et puis ceux qui sont vraiment sincères, ils vont aller beaucoup plus vite dans cette période un peu compliquée que leurs compétiteurs.
J'ai noté, je finis là-dessus, j'ai noté un point intéressant dans le livre. À un moment, en page 29, c'est dit la bénévolence, c'est le point de départ et finalement la bénévolence, c'est le point d'arrivée. Ça répond à la question du mix marketing et du mix com. Finalement, c'est pensé dès le début pour l'offre et c'est pensé à la restitution en aval vers le consommateur à la fin. C'est exactement ça. Ça crée une petite bascule. C'est qu'il y a eu pendant des années des marques formidables qui parlaient de leur performance. Mais en fait, c'était un discours très top-down. Ce que peut guider le concept de bénévolence, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire de bien pour les gens à travers mes produits. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas un discours de rhétorique et de sémantique? Pas du tout. C'est-à-dire, c'est à chaque fois que j'imagine un produit ou que je veux mettre en avant un produit, c'est simplement qu'est-ce que je peux, une fois encore, de faire de bien de façon concrète et quotidienne dans la vie des gens. La notion de quotidienneté, elle est très importante, puisque vous l'avez vu pendant le Covid, il y a eu des grandes publicités en disant on va changer la vie, on va améliorer la vie des gens. So what? Qu'est-ce que ça m'amène tous les jours? Et ce qu'attendent les gens aujourd'hui, c'est cette notion de preuve concrète et quotidienne. C'est très ambitieux. On va se tourner vers une première entreprise. Sophie Malka, vous dirigez le marketing et la com de cette enseigne qui est Orchestra. Vous êtes dans le secteur de la mode. C'est pas facile aujourd'hui, évidemment, comme beaucoup d'enseignes. D'abord, une question assez large, pas du tout philosophique, très pratique, puisqu'on a décidé d'être très pratique dans cette conférence. Qu'est-ce que ça vous inspire, finalement, la bénévolence? Vous n'avez pas de micro, ça c'est une bonne chose. Alors, on va vous en passer un immédiatement. C'est mieux pour parler, effectivement. Merci, madame. Bonjour, ça marche. Bonjour, déjà merci de m'accueillir. Je vais essayer de répondre assez humblement à toutes ces questions. Moi, je peux réagir par rapport aux mots que j'ai entendus sur la bénévolence. J'ai compris que c'était améliorer la vie des gens. Je crois que chez Orchestra, c'est un peu dans notre ADN, puisque notre rôle, c'est d'accompagner les parents dans leur quotidien, de leur faciliter la vie à tous les moments de leur vie de parents, du moment où on est enceinte jusqu'aux 10 ans de l'enfant. Donc c'est un accompagnement à la fois économique par le club qu'on a mis en place, puisqu'on leur dit n'attendez pas les soldes, n'attendez pas les promos. Grâce au club, toute l'année, vous avez droit à moins 50% sur les vêtements. Donc c'est un accompagnement sur le prix déjà. C'est aussi un accompagnement en termes de conseils, puisqu'on n'est pas que de la mode, je le rappelle, on est aussi des articles de puériculture. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Donc nous, on a déjà dans notre ADN, on essaye d'améliorer la vie des gens, de se mettre à leur place. Et puis, j'ai entendu parler de sincérité, et ça m'a fait penser à ce qui s'est passé pendant le confinement. Nous, on a eu une explosion de nos ventes sur le site internet et évidemment beaucoup de problèmes qui sont suivis puisqu'on n'était pas équipés pour répondre à autant de sollicitations. Et en fait, on a fait le choix d'être très transparent en communication, d'expliquer les problèmes. Et je crois que les gens aujourd'hui, ils attendent ça. Ils attendent ça des marques. Ils n'attendent pas qu'on leur raconte des salades. Ils attendent qu'on soit vraiment sincère avec eux. Donc pour vous, la bénévolence, c'est la sincérité avant tout, puisque vous adressez aux familles, vous. Hein, vous êtes dans les foyers français, finalement. Oui. C'est ça, c'est la sincérité? Ah bah, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et aussi, on s'est mis à leur place. Pendant le confinement, c'était difficile d'avoir les enfants à la maison, de les occuper. Donc on a essayé de leur donner des idées, de leur donner des activités créatives à faire, etc. Donc c'est des petites choses, ça ne paraît pas grand-chose. C'est des détails par rapport aux exemples qu'on a vus auparavant. Mais voilà, en tout cas, c'est notre quotidien. Après j'ai entendu parler de trouver les meilleurs produits pour les clients. On essaye aussi de plus en plus de faire de la co-création avec eux. Donc, quoi de mieux pour répondre à leurs besoins que de les faire avec eux? Donc, on a fait ça aussi pendant le confinement. On a fait des masques. On leur a proposé de travailler avec nous sur des modèles de masques et ça a très, très bien marché. Et là, on va poursuivre ce genre d'opération avec des produits, des vêtements, etc.
Et puis, je voulais réagir aussi. J'ai vu le Benevolence Index, mais des fois, il y a des paradoxes, parce qu'évidemment, les consommateurs sont très paradoxaux. Et par exemple, Amazon est très souvent sur les podiums des enseignes préférées des Français ou des marques préférées des Français, tout simplement parce qu'elle simplifie énormément l'achat en ligne, etc., les retours. Mais elle est aussi beaucoup décriée, cette entreprise. Donc parfois, il faut aussi faire attention il faut effectivement se méfier à ce genre de... Voilà. à ce que peuvent dire les Français. Ils cherchent, les consommateurs cherchent toujours des meilleurs produits, bio, moins chers, etc. Mais en même temps, ils se ruent sur la moindre promotion, ils se ruent sur les moindres objets de consommation. Donc il faut faire attention, il y a beaucoup de paradoxes entre ce qui est dit et la réalité. Effectivement, il y a la lutte parade des marques, parce qu'on les connaît, et puis après il y a leurs préférences. On reviendra sur Orchestra. Je vais poser la question à Cédric Joly. Je répète, vous êtes enseignant-chercheur et prof dans cet établissement. Alors, la première question qu'on va poser à un prof, c'est est-ce que c'est facile à finalement expliquer toute cette méthode de travail, cette science sociale, cette nouvelle peut-être science sociale adaptée au mix marketing qu'est la bénévolence? Alors, je ne sais pas si c'est facile à expliquer parce que je n'ai pas encore essayé, donc je vous dirai ça peut-être plus tard. Par contre, ce que ça évoque, effectivement, ce que je trouve intéressant dans ce concept en tant qu'enseignant, c'est le fait que ça permet d'expliquer, d'illustrer l'importance d'un positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut que les consommateurs aient comme image d'une marque, d'une entreprise. Voilà. Donc une stratégie de positionnement. Et deuxième chose, ça replace aussi l'importance de mettre le consommateur au cœur et au centre de la stratégie et pas uniquement que marketing d'une entreprise. Donc je trouve que ce concept, il est intéressant sur ces niveaux-là parce que ça illustre parfaitement ça. Donc, placer le client au cœur de l'entreprise, c'est permettre de lui construire les produits, les offres, les services qu'il ou elle attend. C'est ce que disait Madame dans le cadre d'Orchestra. Mais c'est aussi travailler sa relation avec ce client-là. Exemple dans l'hôtel que vous nous avez présenté. Donc ça, c'est intéressant pour illustrer ces éléments-là théoriques de qu'est-ce que c'est qu'un positionnement, comment on met le client au cœur de l'entreprise, ça veut dire quoi, et au cœur d'une stratégie. Mais vous ne croyez pas que c'est un discours qu'on a déjà entendu, ça remettre le client centré, remettre le client au centre de notre préoccupation de tous les jours. Est-ce que finalement, ce n'est pas la vocation même d'une entreprise? Quand elle se crée pour qui? Pour un client, pas pour un environnement. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est le troisième concept un peu théorique que je trouve que la bénévolence illustre bien, c'est quel est le rôle d'une entreprise en fait, et quel est le rôle de la marque donc, qui représente cette entreprise-là ou ce produit-là dans la société, quel est le rôle d'une entreprise en tant qu'institution pour les salariés, hein, elle fait vivre un territoire, elle fait vivre des personnes. Pour un consommateur, elle est censée être là pour répondre à des besoins. Je laisserai le concept un peu large parce que ça veut dire plein de choses. Donc oui, effectivement, en tout cas sur un plan théorique, ça ne réinvente pas ça. Il y a une notion qui est peut-être mise en place, que je vois de différenciant, c'est le fait de proposer aux entreprises de prendre un peu plus la parole sur cette thématique-là alors je vais dire en anglais, du care, c'est-à-dire de je m'occupe d'eux. Je m'occupe de mes clients, je m'occupe de mes salariés. Voilà, donc ça c'est ce qui me paraît être intéressant dans le concept. Je vais être aussi peut-être en ligne avec l'intervention sur Orchestra, mais je suis un peu plus dubitative sur l'index, très clairement, parce que dire est-ce que cette entreprise améliore votre vie ou fait du bien aux gens ou est attentive à vos besoins, en fait, c'est la raison d'être d'une marque et d'une entreprise que de faire ça. Donc, c'est vrai que je suis plus sceptique, mais ça ne veut pas dire que j'ai forcément tort. Hein.
bien évidemment. C'est votre avis, c'est votre avis. Non, 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 mais il faut l'exprimer. Je suis prête à avoir des explications pour Absolument. mieux comprendre. Nous sommes dans un débat, il n'y a pas d'apologie à faire. Il y a la présentation de Je vais répondre tout à l'heure. Et Patrick répondra tout à l'heure. Je reviendrai très rapidement vers vous, Sonny Joly, dans quelques instants. Je voudrais juste poser la question à Philippe Le Soil, parce qu'il représente aujourd'hui une grosse entreprise, finalement, une industrie de l'énergie, NG Green. À l'intérieur, NG Green est comme on l'imagine, une entreprise qui, normalement, est elle aussi tournée, centrée client. Et ce qui m'a plu, quand on a un peu évoqué ça ensemble au début, avant cette conférence, c'est les exemples, encore une fois, très concrets qu'NG Green mettait à la disposition de ce que je peux appeler la bénévolence aujourd'hui. Non, c'est vrai ce que vous dites, vous en faites sans le préciser, mais vous en faites quand même. Oui, comme M. Jourdain, comme vous l'avez précisé. Oui. Donc NG Green, c'est vrai qu'il est leader dans le renouvelable en France. S'occuper de la vie des gens, comment améliorer la vie des gens et je dirais des territoires, c'est notre credo. Et c'est vrai dans toutes les entités du groupe Engie, puisque Engie a dans ses valeurs CARE, justement, qui a été précisé juste à l'instant. Alors concrètement, je vais l'illustrer sur deux sujets. Le premier sujet, c'est le thème de la diversité. Diversité, donc aujourd'hui dans les territoires, on mène des actions pour finalement en faveur des publics défavorisés, donc des jeunes exclus, au travers d'associations comme FACE, ici à Montpellier, il y a FACERO, mais il y a d'autres associations dans les territoires. Et on propose à nos collaborateurs justement de prendre du temps pour pouvoir finalement accompagner des publics qui sont en difficulté, soit pour travailler sur leur CV, soit pour les amener à trouver un emploi. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, nous identifions dans les territoires des quartiers difficiles. Notamment, je vais te parler de Damien ou Béziers, par exemple. Il y a des quartiers difficiles dans lesquels on a souhaité, avec l'armée notamment, et puis l'éducation nationale, de faire un programme pour amener des jeunes qui sont complètement sortis du cadre scolaire. Donc ils sont déscolarisés complètement. Et l'objectif, c'est de les amener à pouvoir justement reprendre goût à la vie, reprendre goût à la socialisation, et puis aussi travailler en collectif. Donc pour cela, on a des cadres qui les accompagnent. Donc pendant 3 semaines, donc il y a une semaine où ils sont dans l'entreprise pour découvrir les métiers. Deuxième semaine... Dans votre entreprise ? Dans notre entreprise. D'accord. Dans nos filiales. Donc vous les accueillez ? Donc dans nos filiales, voilà. On a plusieurs entités dans le groupe en France, donc on a le choix. Deuxièmement, une semaine où on les accompagne grâce à l'Éducation nationale à utiliser les outils digitaux, donc comment aller sur les sites, etc., spécialisés pour se former ou pour trouver un emploi. Et troisième semaine, c'est avec l'armée, c'est une semaine de stage en vie en collectivité. Et à l'issue de ça, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de pouvoir postuler à des contrats de qualification, de contrats d'apprentissage dans nos entités. Et je rebondis là-dessus. Monsieur parlait de sincérité. Oui, sincérité. Je vais rajouter quand même un autre mot, conviction. Conviction des dirigeants, implication du management, parce que on a beau dire d'être un grand groupe, mais en fait, oui, vous devez monter l'exemple. On est des entités, des PME dans chaque territoire. On peut le dire, vous devez monter un peu l'exemple. Alors, on doit montrer l'exemple, mais c'est chaque dirigeant dans son entité, dans sa région, qui doit aussi sentir un peu comment je traduis cela. Et donc, il faut un cadre, on définit le cadre. J'ai donné un cadre qui est intéressant, des objectifs. Alors, on parle d'index pour la bénévolence, mais nous, on parle d'objectifs pour pouvoir avancer. Donc, sur le sujet de l'apprentissage, par exemple, ou qualification, on a comme objectif d'avoir d'ici 2021 10% de l'effectif en alternance. Et ça, c'est partout en France. Et sur ces 10% de l'effectif, de recruter 50%, soit
en CDD, soit en CDI, ou soit dans une formation supérieure. Donc là, on est en train de voir qu'on donne des objectifs à la bénévolence d'une certaine manière, donc c'est bien, ça progresse dans le débat. Je vous redonne la parole, Philippe Le Seuil, dans quelques secondes, mais je voudrais poser la question à Magali Marais, s'agissant justement de ce lien, parce que là, on voit bien, dans l'exemple d'Engie Green, qu'il y a, tout à l'heure, Patrick Mercier disait, certaines entreprises sortent de leur boîte pour aller faire du bien. C'est pas toujours dans leur métier. Là, clairement, un fournisseur d'énergie, il va faire du bien dans les quartiers, il est incubateur de talents, il est dans la RSE, non, plutôt. Et quel est le lien, finalement, entre la bénévolence, la RSE, l'inclusion ? Alors, merci déjà beaucoup de me donner la parole. Merci à Patrick Mercier d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter les résultats de son ouvrage. Et merci aussi pour ces questions. Moi, c'est des questions qui me tiennent à cœur, qui m'ont interpellée aussi quand j'ai lu le livre, avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça interpelle, comme le disait ma collègue avant, pour moi c'est la priorité, sans vouloir faire de théorie, mais vraiment le rôle et l'ambition que se donne une entreprise dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, je crois que ce qui me dérange le plus, paradoxalement, mais qui me séduit aussi, c'est cette notion de faire le bien, qui est une notion très délicate pour moi et très complexe. Je préférerais qu'on y adosse certainement une notion de responsabilité. Voilà. Paradoxalement, la notion de prendre soin du vivant, par exemple, ou de la société, ou d'un consommateur, elle fait davantage chance à mon égard. En tout cas, ce qui remet en cause, vous parliez d'objectifs, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel monde et pour quelles raisons. Je le dis volontairement que le titre du livre, c'était « Comment les marques peuvent changer le monde », ce qui est quand même un pari très ambitieux à mon égard, mais par ailleurs, ça présente un avantage par rapport à toutes les questions de responsabilité sociétale des entreprises, c'est effectivement, comme le soulignait ma collègue, d'avoir ce que moi j'appelle une pragmatique, c'est-à-dire un point de départ, quelque part où on peut commencer à penser l'utilité sociétale d'une entreprise, d'un produit, d'une marque, etc. Après, ma conviction profonde, c'est que ça ne change pas donc la question finalement de responsabilité sociétale de l'entreprise ou son utilité dans la société. Ça lui donne un angle sur lequel on peut évaluer ou juger ou commencer à travailler sur ces questions de responsabilité sociale et environnementale, avec une limite. C'était le paradoxe que soulignait Madame précédemment, qui pour moi est fondamental et qui serait peut-être une voie aussi d'amélioration potentielle de l'indice ou son expansion, c'est de faire la grande différence entre ce que le consommateur perçoit bien pour lui et les impacts de sa consommation. Parce qu'on le sait tous, aujourd'hui, on peut avoir largement l'exemple du robot chez Lidl. Alors certes, c'est peut-être avantageux pour nous en termes de consommateurs, mais les impacts de cette consommation-là peuvent être désastreux. Oui, mais le consommateur, lui, on doit répondre à son besoin, éventuellement à son désir. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'une entreprise peut répondre à son avenir ? Tout à fait, et elle le doit même. C'est-à-dire que là je vous parle d'une conviction, je veux pas. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui que quand on parle de la notion de devoir ou de bienveillance, elle commence par des exigences qu'on s'impose. Et je crois que quelque chose de fondamental, c'est l'ambition qu'on se porte. L'ambition, c'est l'audace ou le courage avec lequel on a envie de rejoindre et de relever ces challenges-là, et les objectifs qu'on se fixe pour ça. Donc, satisfaire le consommateur peut être un objectif nécessaire, louable et premier quand on est dans une entreprise. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais en revanche, je pense qu'on peut être beaucoup plus ambitieux sur la manière dont on a envie que cette consommation soit compatible avec les urgences et les exigences que nous impose notre monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce pont entre la satisfaction du consommateur et l'impact sur le monde, pour moi, n'est certainement pas automatique, complexe, et qui mérite d'être questionné avec beaucoup de prudence. Pour autant, et ça, je rends hommage à cette idée pour être aussi paradoxalement intéressé par ces sujets de bienveillance et qui sont des valeurs fortes dont on a besoin aujourd'hui, de respect, d'empathie, etc. Ça, je trouvais que c'était une proposition intéressante de la mener dans ce sens-là. Mais je pense qu'encore une fois, on aura besoin dans le futur de choix très courageux de la part des entreprises. Le choix de la Maïf, c'est un choix extrêmement courageux. Là, on ne parle pas, excusez-moi un peu la caricature, mais d'une pub qui met un vélo ou une voiture ou quelque chose. On parle quand même de la redistribution de profit, ce qui est encore autre chose. Donc, je pense que ce qui fera vraiment la différence plus tard, c'est la capacité et l'ingéniosité formidable d'une marque ou d'une entreprise de réussir à satisfaire, voire même à enchanter, si on peut dire ça comme ça, son consommateur, tout en étant aussi, en répondant aussi aux besoins du citoyen
y compris pour la suite. On reviendra sur l'index, puisqu'il est quand même discuté et discutable. Cédrine Joly, est-ce que finalement une entreprise, elle est condamnée dès sa naissance, et on va dire dès la réflexion de son offre, à intégrer la bénévolence in fine dans son parcours? Alors, si on définit la bénévolence comme le fait de prendre soin de ses consommateurs et de le mettre au centre de sa stratégie, oui, parce que c'est le but et c'est sur quoi est construite la stratégie aussi marketing. Et j'ai envie de dire encore plus oui, si l'entreprise se donne les enjeux ambitieux dont parlait Magali Maré. Mais c'est qu'un des éléments, et je pense que c'est en partie... en tout cas, ce que je comprends de son intervention, c'est qu'un des petits, c'est un petit élément, c'est une contribution à sa participation à l'entreprise dans la construction d'autres formes de consommation, de traiter le consommateur autrement, etc., etc. Ce que je voudrais mettre aussi en perspective, c'est qu'en marketing, on parle aussi de segmentation. Et je trouve que ce concept de bénévolence, il peut aussi être intéressant à mettre en perspective avec la profondeur de l'engagement d'un consommateur sur des sujets de RSE à travers ses actes de consommation. Voilà. Donc, encore une fois, un consommateur qui va être extrêmement engagé sur ces sujets-là et qui va être très militant ne se contentera pas de bénévolence. Par contre, il pourra s'en contenter et s'en satisfaire si la bénévolence elle est poussée jusqu'à être opérationnalisée dans le business de l'entreprise. Est-ce que les marchés ont évolué là-dessus? Est-ce que les marchés ont évolué? Est-ce qu'on n'est plus dans... Parce qu'on a parlé pendant 40 ans de mass market. On sait très très bien qu'on a quand même une grande partie des consommateurs qui sont intéressés simplement par les capacités d'achat, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat. Et donc leur pouvoir de discrimination, on va dire, de distinction, il est quand même relativement faible. C'est ça dont vous parlez. Vous parlez là de consommateurs engagés dans leur vie naturelle. Tout à fait. C'est ça? Et qui l'engagent du coup dans leur consommation, dans leur manière d'acheter, que ce soit en choisissant de payer plus cher, que ce soit en recyclant, que ce soit en allant dans tout ce qui est sharing économie et en refusant d'acheter un matériel dont ils vont utiliser qu'une seule fois, comme dans l'exemple de Toolpool qui était présenté là, oui. Qui est vraiment rattaché à tout cet univers de la sharing économie, et du coup qui vont refuser peut-être d'acheter le Thermomix et qui préfèrent l'emprunter à leur voisine. Voilà. Non, mais c'est prédictif ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en clair, vous êtes en train de nous dire, moi j'écoute l'enseignant-chercheur que vous êtes, parce que c'est intéressant en termes de perspective, de prospective. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un peu un curseur qui se déplace, les consommateurs sont en train d'évoluer intellectuellement? Je suis en train de vous dire que... C'est une grande nouvelle, ça, en marketing. Que... Je ne suis pas en train de vous dire que tous les consommateurs sont en train de se déplacer. Je suis en train de dire qu'on peut raisonner en marketing en termes de segmentation, de manière très pragmatique. C'est ce que vous avez fait sur les marques réfractaires, etc., etc. En gros, on va avoir des consommateurs qui vont choisir de consommer différemment en fonction de la nature et de la profondeur de leur engagement, voilà, et de leur sensibilité à ces questions-là. Parce que par contre, un consommateur est avant tout, avant d'être un consommateur, du moins je l'espère sincèrement, un citoyen. Oui, il est. Patrick Mercier, là on voit bien quand même que l'index est discuté. C'est-à-dire que... Et en même temps, est-ce que finalement, c'est pas une nécessité d'avoir une sorte de compétition, je dis ça entre guillemets évidemment, de la bénévolence? C'est-à-dire que au début, on râle un peu, on traîne un peu les pieds, puis finalement, on se dit c'est pas mal d'être dans le top 5, dans le top 10 de la bénévolence, c'est ça? Oui, alors je ne sais pas s'il est discuté. Je ne vois pas beaucoup de discussions, c'est des commentaires. Mais non, c'était juste pour animer le débat. Mais non, mais je vais l'animer, t'inquiète pas. Mais non, mais il y a à la fois ce qui est dit est vrai, et ça nous a remis en cause. Mais je voudrais replacer le premier indice, il a 5 ans. Il y a 5 ans, tout ce dont on est en train de discuter ce soir, ça n'existait pas. Faire le bien, etc. Les marques sont contrefichées. Je ne dis pas toutes, mais un grand nombre. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? C'est que les bons sentiments sont venus rejoindre la plupart des grands dirigeants et des directions de marketing des entreprises, comme par magie, comme si il ne fallait pas qu'elles le soient. Alors mon propos n'est pas critique. Je pense qu'il s'appuie sur, depuis 2 ans, tous les grands. Il y a des grands groupes, mais il y a des petits groupes aussi qui s'engagent effectivement, qui ont pris conscience que, petit 1, les consommateurs allaient beaucoup plus vite que les entreprises. Parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que les consommateurs évoluent? Oui, ils sont déjà 2 temps en avance. Et en fait, qu'est-ce que font les marques aujourd'hui, les entreprises? Elles essaient de les rattraper. C'est ça la réalité. Je prends un exemple très concret.
comment expliquer le succès de C'est qui le patron autrement que par le fait que les consommateurs, ils sont devant les entreprises. Quel est le signe qui a été donné? C'est de se dire, les consommateurs ne veulent plus qu'on décide à leur place. Donc, c'est qui le patron qui fait les produits avec les gens? Et d'ailleurs, quand on prend la brique de lait, qui est le succès commercial incroyable, une brique de lait, c'est qui le patron, est plus cher qu'une brique de lait de n'importe quel industriel du lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on l'a fait ensemble, et vous le disiez tout à l'heure Sophie, c'est-à-dire comme quand on fait de la co-construction, qui est une nouvelle façon de concevoir le marketing, les gens acceptent. Mais tout le monde ne le fait pas. Et simplement, qu'est-ce que nous a permis de voir lundi? C'est qu'il y avait un décalage énorme entre ce que les gens avaient dans leur tête et puis les marques. Alors, là où vous avez raison, c'est que depuis 5 ans, on s'est quand même challengé, on se remet en cause sur la nature des questions. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une autre phase. Et si d'ailleurs vous voulez participer au nouvel indice, vous êtes la bienvenue pour définir les questions, je serais ravi. En fait, on se dit, on va essayer de mesurer 2 autres choses maintenant. C'est la sincérité, qui va être déterminante, parce que tout le monde se dit, OK, maintenant, il faut faire le bien pour les gens. Donc maintenant, on va mesurer dans le concept de bénévolence, est-ce que cette marque est sincère à travers ses actes, sa communication, son marketing, ses innovations? Ça va être très intéressant d'avoir les résultats. Puis deuxième question, ça sera les actes. Est-ce que cette marque fait des choses concrètes? Et quand on croisera les deux, le nouvel indice, enfin le nouveau Bénévolence Index, il sera à mon avis intéressant parce que actualisé avec l'évolution des consommateurs et des marques depuis 5 ans. Alors, Sophie Malka, est-ce que finalement, après avoir entendu ça, on ne se dit pas que dans une entreprise comme la vôtre, qui est quand même multisite, avec un management rendu difficile par le fait que justement les magasins sont répartis un peu partout, et que vous avez forcément du management à distance, particulièrement maintenant, est-ce que finalement la bénévolence ne peut pas être un vecteur enthousiasmant de management? Finalement, si les hommes et les femmes de l'entreprise que vous représentez se retrouvent autour de ce concept en disant qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux pour rendre encore plus heureux et heureuses nos clients et nos clientes? C'est une vaste question. En magasin, je pense que nos collaborateurs, évidemment, font tout pour accompagner au mieux les clients. Moi, ça me fait plutôt penser à tout ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué dans une marque existante depuis longtemps que dans une nouvelle marque. On le voit bien, hein, les nouvelles marques, les fameuses, on les appelle les DNVB, hein, les Digital Native Vertical Brand, elles intègrent déjà dans leur ADN toutes ces questions-là et on voit très bien comment ça marche. Que dans une marque qui existe depuis des années, parce qu'évidemment, il y a toute une conduite du changement, tout un changement culturel à faire, même si individuellement, on est tous, on peut être que tous en phase avec ce qui est dit ici, mais collectivement et avec les impératifs de l'entreprise au quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai une autre remarque aussi, c'est qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le greenwashing, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la tentation de beaucoup d'entreprises de dire pas mal de choses, de dire on fait du bio, de dire... et on voit des aberrations, on voit du bio mais qui vient de l'autre bout du monde, on voit du bio mis dans du plastique, enfin voilà, il faut faire aussi attention à ce qu'on fait. Et par exemple, nous, on fait des choses mais qu'on ne communique pas forcément parce qu'on se dit que ce n'est pas parfait. Par exemple, on a pas mal de vêtements qui sont faits en coton bio, mais on ne va pas forcément le dire parce que toute l'usine n'est pas bio complètement dans laquelle on le fait. Juste le matériau est bio, mais l'usine, elle ne va peut-être pas forcément retraiter ses déchets ou des choses comme ça. Donc, il faut aussi faire attention. Alors, on essaye de plus en plus de chercher... Il faut être prudent pour dire je fais du bien aux gens, mais il faut être très prudent. C'est quoi le bien? Il faut faire attention parce que on peut vite tomber dans justement du marketing. Et là, on est à l'inverse de la sincérité. Oui, d'accord. Alors, justement, Philippe Le Seuil, une question un peu ingénue, totalement. Est-ce que finalement, dans une grande entreprise comme la vôtre, on ne pourrait pas avoir une sorte de professionnel de la bénévolence qui serait justement chargé de conduire une action ou des actions de bénévolence? Un spécialiste, en clair, de la bénévolence? Non. Je pense que le dirigeant est quelqu'un qui, d'une entité ou du groupe,
doit montrer l'exemple, doit donner le sens. On parlait du sens, hein, je pense que c'est important. Donc ça, il faut un sens. Donc là, oui, il faut quelqu'un qui donne le cap. Après, il faut laisser à la fois les collaborateurs, les collaboratrices, et les managers, voir comment, dans ce cap, finalement, je peux traduire finalement en action concrète le cap des données. Donc après, donner... moi, j'ai bien vu dans les dernières années des responsables RSE. Bon, dans les organisations, lorsqu'il y a des responsables RSE, on peut constater que ce n'est pas incarné par les managers, c'est subi. Donc, je suis un peu réservé, moi, pour tout dire sur cette responsabilité à donner. Moi, je crois beaucoup plus à une volonté, une conviction partagée par un comité de direction qui donne le cap. Après, il faut laisser faire aussi les choses. Nous, on est dans une entreprise où, notamment dans le renouvelable, 37 ans de moyenne d'âge, c'est des jeunes. Donc les jeunes, ils sont, comme c'était dit juste avant, il faut qu'on soit exemplaire entre nos discours et nos actes. Donc si on dit qu'on fait du renouvelable, bah, c'est sûr qu'on fait très attention lorsque on fait des événements au choix des prestataires, au choix des produits, etc. Voilà, ça c'est des choses intéressantes. Et ça, c'est la direction qualité qui s'occupe de ça, a priori, non ? Non, je pense qu'il ne faut pas le relier à une entité. Je crois qu'il y a des valeurs qui sont données, et après, il faut les rappeler. Il faut à chaque fois rappeler le sens. Et après, chacun en responsabilité doit, et par rapport à ses missions, doit aussi le traduire. Après, il y a je préfère plutôt des référents ou des personnes qui sont là pour accompagner, pour dire, bah voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Je vais donner un exemple. On a mis en place ce qu'on appelle les 10 days. Donc, par an, chaque collaborateur a un crédit de 10 jours. Voilà. Et on n'impose pas de les prendre. On dit, voilà la règle. Vous avez 10 jours qui vous permet d'avoir des actions dans des associations qui ne sont pas forcément en rapport avec l'activité. 10 jours pour aller à l'extérieur, faire des actions humanitaires ou autres. Voilà. Mais ce n'est pas contrôlé. Voilà, et ça c'est de la liberté. Et je pense que les jeunes qui nous choisissent après, finalement, ils se préfèrent aller dans ce type d'entreprise qui donne un cadre, mais assez large, pour qu'ils puissent finalement respirer. Et ça, c'est un peu notre... Je vais vous titiller un petit peu, mais là, vous parlez beaucoup d'expérience à l'extérieur de l'entreprise, mais finalement, dans l'entreprise, je reviens à ce que disait Cédrine Joly tout à l'heure, finalement, quand c'est centré client, pardon, mais vous avez des clients, plus des usagers, on est d'accord. Oui. Donc, quand vous êtes centré client, c'est là que la bénévolence peut-être aussi peut s'appliquer. C'est-à-dire dans votre offre de tous les jours, tout ce que vous vendez à vos clients. Nos clients qui sont... Alors, nous, on a des clients et des parties prenantes, très importantes. C'est la région, c'est le département, c'est des préfets, c'est des élus, c'est des propriétaires terriens, c'est des riverains. Donc vous êtes bénévolant avec eux ? On doit être bénévolant. Oui. Sinon, alors bénévolant, c'est donner un sens. Quand on ne vient pas directement en train de mettre des éoliennes et des panneaux solaires. Sinon, non, on raconte une histoire. On raconte une histoire avec eux, qu'on construit. Je dirais quand on est dans les premiers pas de relations dans un territoire, on essaie de comprendre le territoire, sa biodiversité, son environnement, ses riverains, et ensemble, on essaie de co-construire un projet qui intègre toutes ces dimensions. C'est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Alors, il y a 10 ans, lorsqu'il y avait des entreprises pionnières dans le renouvelable, peut-être, il n'y avait pas toute cette attention. Mais aujourd'hui, c'est important parce que nos parties prenantes, nos clients, finalement, sont très attentifs à ça. Et ils vont choisir, et là je reviens à du business, ils vont plutôt choisir à des entreprises qui ont ces démarches plutôt qu'une entreprise qui ne la valorise pas. Alors sans faire de synthèse encore, parce que ce n'est pas tout à fait encore l'heure, parce que j'espère qu'il y a quelques questions qui ont été posées sur le fil de l'actualité, qu'on va pouvoir vous poser à vous. J'ai envie de dire qu'il y a une première idée assez consensuelle, j'espère qu'elle sera partagée par vous, qui se dégage, c'est que finalement, aujourd'hui, on ne va plus rien pouvoir vendre sans co-développer, sans co-construire, sans finalement l'avis, on va dire...
capital du client et du consommateur. C'est ça la nouvelle tendance. On co-construit, on co-développe avec lui. Je ne sais pas si c'est une nouvelle tendance, mais en tout cas, c'est important de se tourner vers les principaux utilisateurs, les principales personnes qui vont être impactées, pour que, une fois qu'on a produit finalement ensemble quelque chose, que eux, nous on part et eux puissent rester. C'est eux qui restent dans l'environnement. Oui, mais on va plus loin. Sandrine Joly, peut-être là-dessus, puisque, encore une fois, vous l'enseignez, on va plus loin que l'étude de marché, là, hein, parce que pendant 40 ans, on a fait des études de marché, on n'a jamais lancé un produit sans quand même valider son acceptabilité au prix du marché. Mais là, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut absolument que le consommateur soit impliqué dans ce que je produis. C'est ça qu'il faut peut-être comprendre. J'aime pas habituellement parler des digital natives, tout ça, parce qu'on peut tous se reconnaître. Donc, au-delà de l'âge, donc quand je vais parler de digital native, je ne parle pas d'âge de population, mais le fait qu'on travaille ou qu'on ait de l'appétence pour le digital, c'est plutôt comme ça que je vais le dire, ça nous amène à se mettre en scène sur des réseaux sociaux, ça nous amène à interpeller une entreprise, lui demander quelque chose, être beaucoup plus dans la simultanéité de la relation, et donc ça nous amène à avoir de l'appétence pour co-construire. Parce qu'attention, tous les consommateurs n'ont pas forcément envie de co-construire. Il y en a qui aiment aussi être servis et pas se poser 10 000 questions. Mais pour autant, selon, en tout cas, les produits qu'on achète ou les services qu'on utilise, je pense que cette co-construction, elle est importante parce qu'on a l'impression aujourd'hui, et on a la possibilité aujourd'hui, d'avoir la voix, que notre voix soit entendue en tant que consommateur. La marque C'est qui le patron l'illustre hyper bien, et on a un espèce de re-empowerment du consommateur. Là, ça illustre ça, hein, ça illustre cette idée-là. Donc oui, on peut avoir cette démarche de co-construction à condition d'être un peu habitué. Et la bénévolence et le fait de dire aux consommateurs « je m'occupe de vous », en tout cas, je tiens à vous et je vais m'occuper de vous. C'est ce que j'entends, voilà. Et bien là aussi, c'est un argument marketing très fort pour ces consommateurs-là qui ont l'habitude de se mettre en scène régulièrement sur les réseaux sociaux ou autres et qui aiment qu'on leur renvoie quelque chose par rapport à leur image. Donc là, c'est regardez, moi, je suis une marque qui fait attention à vous. Voilà, comme vos followers, comme tout ce que vous voulez. Magali Marais, vous partagez ce sentiment de la co-construction de l'offre ? Indispensable. Oui, déjà je pense qu'effectivement il y a différents types de consommateurs. Il y a ceux qui veulent vraiment co-construire, même si c'est une tendance de plus en plus importante. Par contre, ce à quoi je suis très attachée, c'est aussi ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la question aussi d'autonomie du consommateur. On parlait aussi de l'autonomie des entreprises tout à l'heure, mais elles ne peuvent pas être toutes comparées effectivement sur la même manière. Quand on a une entreprise qui effectivement est instaurée depuis longtemps avec des contraintes structurelles très fortes, on a des contraintes ou des difficultés à faire changer certaines images de marque, certains fonctionnements, même un processus de co-construction. Mais il y a, pour autant, je trouve que l'avantage que je trouve dans l'index qui est présenté ici, c'est au contraire de pouvoir s'en servir comme d'un outil pour faire réfléchir le consommateur, aussi le consommateur, et les entreprises sur l'utilité de ce qu'elles font. Je reviens sur ça, mais pour moi, c'est absolument fondamental. Et si on le prend comme ça, je suis persuadée par contre que ce type d'indicateurs qui sont d'abord plus des objets de discussion, plus que des scores ad vitam aeternam, sont de formidables opportunités, par contre, en travaillant avec les gens, là pour le coup, de réinventer de nouveaux modes de consommation plus respectueux pour le monde et l'environnement. Mais je crois que c'est dans ce sens. Je crois que l'éducation du consommateur, parce qu'on en parle aussi en ce sens, dans sa responsabilité, dans son autonomie, passe aussi par de la sensibilisation et par l'utilisation potentielle de ce type d'outils. Est-ce à l'entreprise de le faire, ça ? Pour moi, oui. C'est son intérêt en tout cas. Alors, pour moi, c'est une conviction plus grande que ça. Hein. Une entreprise, dans sa définition première, avant d'autres définitions, c'est d'abord de mettre à disposition un certain nombre de s'organiser pour mettre à disposition des ressources, des biens ou des services. Mais c'est aussi, et puis juridiquement récemment, notamment avec la loi Pacte, c'est aussi de contribuer, d'avoir une utilité sociétale. On parle d'organisations qui ne sont pas désincarnées, elles sont dans une société, elles ne sont pas juste sur un marché. Et j'aime bien qu'on considère l'entreprise comme étant dans une société et pas seulement sur un marché, pour ne pas la réduire, justement, et les exemples qui nous ont été donnés le prouvent bien, qu'on peut aussi considérer une entreprise sans la réduire à une équation de croissance ou de profit, mais en ouvrant aussi son champ des possibles dans une utilité sociétale plus grande.
Patrick Mercier, est-ce qu'il y a finalement une taille pour faire de la bénévolence ou est-ce qu'on peut, dès le stade de start-up, commencer à faire de la bénévolence, un métier finalement? Non, il n'y a pas de taille. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord, c'est plus facile lorsqu'on est une nouvelle entreprise, ce que disait tout à l'heure Sophie, c'est vrai. Ceci étant dit, ce qui est le plus excitant aujourd'hui, c'est quand l'entreprise est déjà installée et c'est la transformer. C'est là où c'est le plus intéressant, parce que de toute manière, ça concerne environ 95% des sociétés. Donc ça, c'est plus motivant. Après, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, ça peut prendre du temps. Mais juste un commentaire qui a été fait tout à l'heure, et c'est dit dans le livre, il ne faut pas penser que les gens, je ne parle pas des consommateurs, attendent que les marques soient parfaites. Et souvent, c'est un élément de blocage lorsqu'on a des discussions avec, et vous avez raison, la bénévolence, c'est un sujet de conversation. On ne sait pas si on a raison, si on attend. En tout cas, c'est un sujet de conversation. Et quand on a lancé le premier indice, on a eu spontanément 90 sur 300 marques, 90 marques qui nous ont demandé d'avoir des entretiens, des discussions. Et pour être honnête avec vous, on a beaucoup plus appris des discussions qu'avec l'indice. Mais au moins, on est rentré en conversation. Donc les marques, les consommateurs n'attendent pas que les marques soient parfaites et il ne faut pas que ce soit un élément bloquant. C'est-à-dire qu'on peut commencer à dire voilà ce qu'on est en train de faire. Et ça, les gens l'acceptent. Ils acceptent que de dire ok, j'ai encore un peu de plastique, mais je fais des efforts. Donc nous, ce qu'on dit aux marques, aux entreprises, c'est donner la trajectoire aux clients. Dites voilà vers quoi on va. Tenez-les au courant en permanence de ce que vous faites. Donnez-leur des rendez-vous réguliers et ça suffit. Si on prend l'exemple de Danone, on sait très bien, Faber dit ben oui, moi, quand je distribue de l'eau, il y a du plastique. Mais je suis obligé aujourd'hui de mettre, comme là, devant nous, je suis obligé de mettre de l'eau dans du plastique. Par contre, il explique en même temps, il dit, dans 7 ans, j'aurais transformé le plastique dans du verre ou un autre conditionnement. Donc les gens se disent, OK, la marque n'est pas parfaite, elle fait des efforts, je peux y adhérer. Donc nous, ce qu'on dit, c'est démontrer concrètement ce que vous souhaitez faire avec une trajectoire. Donc ça veut dire que pour les entreprises qui sont déjà installées, il y a un champ du possible qui est très très important. Mais là, dans le cas de Danone, on est plutôt dans le cadre d'une entreprise qui a un comportement, on va dire, dans son environnement, et je dirais presque une responsabilité. On parlait de l'impact tout à l'heure, dans une responsabilité sociétale. Est-ce que ça, c'est perçu par le consommateur comme étant un avantage direct pour lui ? Ça peut favoriser. Quand on regarde l'indice, il se trouve que les marques les plus bénévolentes sont des marques qui sont des marques bio, puisque naturellement, le secteur le favorise. Ceci étant dit, les gens aujourd'hui attendent, ils ont la même exigence, on va dire, de bénévolence pour une marque, un distributeur, qu'une marque food, etc. Donc aujourd'hui, c'est une forme c'est ce qu'on a observé, de constat général en disant cette exigence de transformation, de changement, elle est valable pour l'ensemble des marques, quelle que soit la catégorie. Alors, avant de passer aux questions, j'espère qu'encore une fois, il y en aura quelques-unes qui seront tombées sur le fil de l'actualité. Là, juste un dernier sentiment à chacun d'entre vous, s'agissant de la communication. Parce que là, on a parlé beaucoup du marketing, finalement, de la fondation, de ce que peut faire une marque quand elle décide. On a parlé de cap, on a parlé de trajectoire, on a parlé de plan. Et là, moi, je voudrais juste qu'on aborde en quelques secondes la partie communication. Tout à l'heure, je disais, il faut un peu de temps pour délayer un discours, pour le distiller, pour le faire comprendre. D'abord parce qu'il y a une nature qui change, parce que le consommateur, on doit avoir autre chose que simplement un prix et un produit en face de lui. Et donc, moi, j'aimerais qu'on parle de la communication, justement, de la bénévolence. Comment on communique ça ? Comment on arrive à communiquer, finalement, prendre des budgets de communication et donc investir beaucoup d'argent pour expliquer ce changement d'attitude ? Toi, tu peux le dire, puisque au sein de l'agence, évidemment, c'est votre quotidien. Oui, alors, j'ai pas de réponse. Non ? Bon, c'est super. Non, mais j'ai pas de réponse parce qu'il y a autant de cas particuliers. Et puis, je vais pas répondre à la question, je vais répondre différemment. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un distributeur, on est obligé d'avoir une forme de communication récurrente pour dire, voilà, c'est cette semaine, ce mois, j'ai un certain nombre de propositions. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait, en termes de communication, avoir des façons de parler peut-être un petit peu plus respectueuses, plus attentives. Donc ça, c'est un travail de forme. Ensuite, sur le reste, il s'agit juste de communiquer, lorsqu'on a quelque chose qui nous paraît bien, de le communiquer de la façon la plus simple. Et je pense que ça va vite. Aujourd'hui, lorsqu'on a une idée bénévolente, on la met dans les réseaux sociaux. Si c'est une vraie idée sincère, elle va très très vite. Si c'est du bullshit, elle s'arrête instantanément. Donc, et puis alors, les gens, il y a d'ailleurs le patron de Vice
a une très belle expression qui s'adresse, mais plus particulièrement à la nouvelle génération, c'est qu'on dit aujourd'hui, il y a une génération qui a un détecteur de bullshit. Et j'aime beaucoup cette expression, c'est parce que lorsqu'on met ça dans la tête des annonceurs... Non, mais c'est pas moi, je suis pas l'auteur de cette expression, mais en tous les cas, ça veut dire qu'ils détectent les gens, c'est pas que les plus jeunes, c'est tout le monde détecte quand c'est du bullshit. Donc à un moment donné, si on a quelque chose de sincère à exprimer, les gens le voient, le propagent, et donc en termes de communication, ça va très très vite. Il suffit effectivement, Sophie en parlait tout à l'heure, lorsqu'on a des choses tangibles et sincères, il suffit de les proposer, mais pas de les imposer. C'est-à-dire, je pense qu'il suffit de les mettre dans les réseaux sociaux, de dire voilà, on a fait ça. Est-ce que ça vous intéresse ? C'est l'avis des profs, justement. Ça, c'est pas mal, ça, comme remarque, parce que ça veut dire qu'on est en train de former des consommateurs que vous formez et qui sont déjà assez, on va dire, érudits. Pardon, excusez-moi, des consommateurs, mais ils sont aussi, marketeur est aussi un consommateur. Il est les deux. D'ailleurs, un bon marketeur est un bon consommateur, a priori. C'est un bon exemple, en tout cas. Donc, c'est ça, on a face à nous des futurs consommateurs plus érudits, capables de détecter, de séparer le bon grain de l'ivraie, pour reprendre une expression beaucoup plus poétique que le bullshit. Ouais. En tout cas, plus informés sur le fait que les fake news existent. On a eu des grosses campagnes auprès justement des jeunes générations dans les écoles, les lycées. Enfin, voilà, il y a eu tout un mouvement là, récemment sur ça, sur repérer les fake news. Donc oui, ils sont en tout cas plus informés du fait que ça existe. Et justement, moi je voulais rebondir sur le fait de dire que communiquer simplement et, je pense sincèrement, sur des actions même petites, ça me paraît être plus efficace, mais aussi moins risqué pour une entreprise. Parce que plus une entreprise va communiquer sur ses engagements sociétaux et sur sa responsabilité et sur le fait qu'elle fait du bien, voilà, plus ces parties prenantes et les personnes auprès desquelles elle va communiquer vont aller chercher, si ce qu'elle dit est vrai, vont attendre qu'elle soit exemplaire en la matière, et du coup risque aussi être plus critique parce qu'on n'est jamais parfait et parfois on a d'excellentes intentions. Mais il y a un risque d'exposition. Voilà. Il y a un risque d'exposition. Exactement. Magali-Marie, c'est votre avis également ? Oui, c'est mon avis. Je pense surtout que, alors sans faire de discours générationnel, on en a parlé, mais qu'on est dans une génération qui est... Enfin, une tendance, on va dire ça comme ça, du faire, hein, c'est-à-dire que ce qui compte aussi, c'est beaucoup d'être dans l'action. On sait que quand on est dans l'action, on est par nature imparfait, hein, c'est le fait de l'agir, hein, quand on se met en action, on est dans l'imperfection. Je pense qu'on est face aujourd'hui à des enjeux, à des générations qui peuvent entendre ça. Mais je pense que par contre, il faut le faire, comme vous le disiez, avec de la prudence, avec de l'engagement, c'est-à-dire une volonté d'engager aussi ces consommateurs et ces parties prenantes dans tout ce qu'on fait. Et si on respecte ces deux principes, hein, je crois qu'on peut réussir à communiquer. Mais bien évidemment, ça va tellement dépendre après de qui vous êtes et d'où vous venez qu'on n'a pas de grands principes. Mais je crois que cette notion de faire avec l'imperfection, plus la notion d'engagement, qui est la trajectoire finalement pour la suite, sont des clés de communication qui aujourd'hui, quelle que soit la manière dont on se place, sont attendues par le consommateur dans l'évolution aussi de ces modes. D'un mot, Sophie Malka, c'est pareil pour vous, pour votre communication. Vous sentez qu'elle a changé quand même aujourd'hui ? Vous êtes obligé de dire des choses différentes ? Ou différemment plutôt, je devrais dire. Oui, c'est ce que je disais en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, les gens attendent vraiment beaucoup de sincérité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez beaucoup mieux dit que moi ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on en dit trop, on est beaucoup plus... sur ce qu'on fait, on peut avoir beaucoup plus le retour de bâton beaucoup plus vite. Donc il faut faire aussi attention. Mais quand on fait les choses avec sincérité, ça fonctionne. Et quand on engage nos clients aussi, je prends juste un exemple récent qui nous concerne. On a mené une grande collecte de solidarité pour le Liban. Donc on a demandé à nos clients de venir apporter des vêtements que nous-mêmes avons envoyés ensuite au Liban. Et on a vu, ça a été un énorme succès, mais parce qu'ils ont vu que la démarche, elle était sincère et on a fait participer notre réseau et tout le monde. Donc je crois que la sincérité, moi c'est le mot que je retiens, bienveillance et sincérité du coup de cette conférence. Donc la communication effectivement moins risquée, moins massive et beaucoup plus structurée et plus sécurisée pour éviter effectivement pareil pour NG Green, je suppose, Philippe Le Soy. Oui, communication avec modération. Je vais donner un exemple. Durant le Covid,
On a fait pas mal d'actions dans les territoires, notamment distribution d'iPads dans des centres hospitaliers, puisque les visites étaient impossibles, donc on a donné des iPads. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On a dit non, on ne va pas communiquer. Après, il faut laisser les clients soient intelligents, les parties prenantes soient intelligents, donc ils ont vu l'action. Donc en fait, c'est eux qui communiquent, c'est pas nous. Et c'est un peu cette posture qu'on prend aujourd'hui. Bon, c'est une stratégie quand même qui est osée. Oui, mais faire elle du est bien réelle. sans le dire. Faire du bien sans le dire. Bah, elle est réelle. Et laisser ceux qui en bénéficient faire le travail à votre place. Bon. Elle est réelle, elle est pragmatique. Après, il faut laisser apprécier si c'est une action qui est bonne ou pas. Mais il faut laisser ceux qui sont spectateurs de l'apprécier. En tout cas, c'est votre posture. C'est notre posture aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si... Merci Juliette. Je vais récupérer quelques questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, on les a sélectionnés évidemment. Hein, donc, alors, on me demande, c'est sur le fil de l'actualité de cette conférence, est-ce que les dirigeants des plateformes digitales comme Airbnb ou Uber n'ont-ils pas enclenché un discours de bénévolence déjà? Tiens, ça c'est une bonne question, effectivement. Est-ce que cette économie, entre guillemets, collaborative, je vais poser la question aux deux enseignantes. D'abord. Je vais prendre la parole en rendant hommage à une doctorante que j'accompagne en ce moment, je citerai son nom, qui s'appelle Catherine Lécuyer et qui fait son travail sur Airbnb et qui étudie justement le comportement de l'entreprise, y compris en cette période de crise. Oui, enfin, le risque qu'on évoque, c'est celui qui était déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a d'énormes paradoxes parfois entre les actes et la communication, et dans les deux sens. C'est-à-dire on peut faire des choses positives et qui soient perçues négativement, et inversement, on peut faire aussi des choses très négatives qu'on valorise à l'extrême. Dans le cas d'une entreprise comme Airbnb, ce que ça interroge, en tout cas de manière extrêmement forte, c'est la compatibilité entre un modèle de partage, qui est celui qui est très largement communiqué, là pour le coup, et la réalité de ce qui est fait dans la pratique. Et avec une équation qui, à la fin, par nature, est nuancée. Des choses très positives sur des actions communautaires intéressantes, etc. Et des choses très contradictoire, ou en tout cas très contrasté, où on a l'impression que finalement ce qui survit, c'est le modèle start-up entrepreneurial, et que finalement l'aspect communautaire, on l'a un petit peu mis aux oubliettes. Donc voilà, donc c'est toujours des tableaux contrastés. Ce qui compte vraiment, encore une fois, c'est cette logique aussi après de prendre ça comme une logique contrastée, pour moi très important. Les choses ne sont pas si simples, on a des choses qui s'opposent, mais d'aller dans cette volonté, par contre, on parlait tout à l'heure de partage, de collaboration, y compris autour des marques, y compris des entreprises, et ça, je crois que ce sont des priorités, effectivement. Mais Sandrine Joly, quand on parle d'Airbnb ou Uber, c'est finalement... Bon, oui, peut-être la bénévolence, je ne sais pas, ça peut être finalement la fonction même de l'entreprise. Prenons Uber, par exemple. Est-ce qu'Uber est très bénévolent? En fait, se pose pour moi peut-être un aspect qu'on a un peu moins évoqué dans les débats avant. J'ai envie de vous répondre, ça dépend pour qui. Donc, on n'a pas vraiment évoqué la question peut-être des parties prenantes. C'est-à-dire, est-ce que la bénévolence, du coup, c'est un concept qui est uniquement centré sur le client et le consommateur, c'est-à-dire ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que la marque, donc elle est en faveur du consommateur, ou est-ce qu'on ne va pas plus loin? Je parlais de l'exemple des poules tout à l'heure, excusez-moi, c'est une partie prenante, notre environnement, on parle du bien-être animal là. Donc voilà, donc l'idée c'est ça. Donc dans le cas d'Uber, forcément, ils vont être accusés de mettre certaines personnes en esclavage, enfin, j'exagère un petit peu, mais en tout cas de ne pas toujours très bien traiter les personnes qui travaillent pour l'entreprise. Dans le cas d'Airbnb, de masquer des pratiques de sharing d'appartements alors qu'il y a des agences qui gèrent. Bref, voilà. Donc, est-ce que c'est bénévolent ou pas? J'ai un petit peu du mal à trancher. Par contre, l'intention à la base de ces entreprises était effectivement de faire du sharing tourné vers les consommateurs et de faire de la bénévolence. Est-ce que ça a mal évolué voilà, ou est-ce on est en train de constater finalement là une dérive de la bénévolence, finalement, de ces deux concepts. Non, c'est pas une dérive. C'est que ces deux entreprises ne sont pas bénévolentes du tout. C'est des business models très bien foutus. C'est des sites internet comme Booking.com. Elles ne sont pas bénévolentes du tout.
Donc il n'y a pas de discussion ni de dérive, elles ne le sont pas. Donc point définitif. Aujourd'hui, elles se font choper parce qu'effectivement, elles ne l'étaient pas au début. Comme elles ne sont pas sincères dès le départ, en cours de route, elles se sont fait rattraper par la cavalerie. On démontre aujourd'hui que ces deux entreprises ne le sont pas et ne le seront jamais. Avec pourtant au centre de leur préoccupation le client. Et même de la co-construction, en tout cas dans le cadre de, par exemple, Airbnb. Je suis assez d'accord sur le fait que ça reste quand même, et c'est pour ça que c'est intéressant, des modèles entrepreneuriaux classiques qui sont basés sur... Parce qu'il faut voir un petit peu l'envers. Aux États-Unis, en tout cas, si on prend le cas d'Airbnb, c'est quand même... Vous avez des gens on incite des entrepreneurs à acheter des millions d'appartements, etc. etc. Par contre, quand arrivent des grandes crises... Et donc, je pense qu'une notion aussi derrière cette notion de bénévolence, de prendre soin, c'est aussi une question de durée. On n'en a pas parlé, c'est une question à court terme ou à long terme. Je pense qu'il y a quelque chose de très important de prendre soin sur le long terme. C'est pas la même chose. On peut être hyper efficace, hyper bénévolent, donnant un avantage à un client avec un appartement à un instant T, et puis considérer aussi cette notion de bienveillance ou de prendre soin dans une durée. Mais ce qui est vraiment important de le souligner, c'est que pour moi, et ça je pense qu'on l'avait peut-être pas dit, mais toutes les marques ne peuvent pas être, certaines entreprises d'ailleurs et marques ne peuvent pas être bénévolentes, et en tout cas c'est un parti pris, mais que par contre, ce dont je reste persuadée, c'est que celles qui feront l'effort de le faire dans la direction qui ont été évoquées ce soir seront celles qui, à l'avenir, sauront gagner le cœur et la confiance du consommateur. Sûr, mais juste, je voudrais pas qu'on garde en tête que, par rapport à la question, que ces deux entreprises et eu même l'intention d'être bénévolente. En fait, on ne peut pas considérer qu'une marque est bénévolente lorsque son business model est conçu sur la cupidité des gens. Donc, c'est pas possible. Airbnb, c'était un exemple magique, une très belle entreprise, mais qui est basée sur la cupidité. Comment je vais faire un peu de pognon avec mon appartement ou ma maison? Donc ça, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement ferme sur la définition de la bénévolence. C'est les entreprises qui le sont ou qui ne le sont pas. Donc, mon point de vue est assez tranché. Mais parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout rentrer dans la bénévolence. Souvenons, il y a quelques années, Jean-Marie Dru a inventé le concept de la disruption. Aujourd'hui, ça devient terrible parce que c'est un mot qui s'est totalement banalisé. Et lorsqu'on fait un truc un peu différent, on dit « Ah, je suis en train de faire une disruption ». Là, c'est une dérive. Donc je pense qu'il faut, lorsqu'on a un concept aussi généreux que la bénévolence, il faut le tenir, être extrêmement ferme sur la définition et sur le fait de se dire il y en a qui le sont spontanément et d'autres qui ne le sont pas, qui ne le seront jamais. Mais pour reprendre un élément du livre, et on est sur la fin là, de notre conférence, pour reprendre un élément du livre qui est important, le profit n'est pas contre la bénévolence ou la bénévolence n'est pas contre le profit, on est d'accord? Non, mais absolument pas. Mais à un moment donné, c'est pas parce qu'on peut être bénévolent et faire encore heureux d'ailleurs, et faire des résultats, et faire de la croissance. Ça, c'est un premier paquet. Le second paquet, c'est de se dire, est-ce que se poser la question sur est-ce que Airbnb est une entreprise bénévolente? Non. C'est deux débats différents, et je pense qu'on ne peut pas faire d'amalgame. Alors, on parlait, et on va clôturer, je pense qu'on est à peu près au temps, non? Je ne suis pas un gardien de l'horloge, mais on a deux questions avant quand même de se quitter. On a la question de la croissance saine, qui est intéressante, parce que on évoque dans le livre, donc Patrick Mercier est là, évidemment, c'est à vous à répondre à cette question en premier, mais je laisserai nos invités rebondir. Il y a de la croissance saine, ça veut dire quoi en clair, à partir de la bénévolence, la croissance saine? C'est-à-dire que je pense qu'on va rentrer on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où en fait pendant des années on a construit, alors un petit peu plus, je suis désolé, en retail que dans l'alimentaire, on a construit le développement en achetant des clients. Je pense que ce système est en train de petit à petit de s'épuiser. Et je pense que la notion de croissance saine, c'est un nouveau contrat entre les marques, les entreprises ou les retailers et les consommateurs en disant ma proposition est beaucoup plus large que celle d'un produit ou d'un prix. Elle est l'adhésion ou pas à mes valeurs, à mon entreprise. Vous en parliez tout à l'heure de valeurs. Pour Engie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train on va proposer un nouveau contrat plus large, plus global, et il y aura adhésion ou pas. Ça veut dire qu'il faudra que les marques et les enseignes soient moins pressées de gagner des clients. Alors, je dis ça, ça va être intéressant lorsque le Covid sera parti de voir la réaction des entreprises en se disant comment on va rattraper tous ces clients parce qu'il y a eu une perte de chiffre d'affaires. C'est un autre débat, mais ça sera intéressant à observer. Donc une croissance saine, c'est une croissance
sur un nouveau contrat entre les gens et les enseignes ou les marques. Est-ce qu'on peut parler finalement de nouveaux concepts de fidélité client Oui, probablement. Je pense que, même si j'aime pas beaucoup le terme, mais je pense que la relation, effectivement, d'appartenance à une marque, donc de fidélisation, elle va être essentielle. Et d'ailleurs, à ce titre, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignes ou de marques qui devraient s'intéresser à avoir un programme relationnel avec les consommateurs revisité. C'est qu'il soit beaucoup moins sur l'argent et beaucoup plus sur la relation, etc. Je me tourne une dernière fois vers vous, enseignante que vous êtes, pour la question finale qui liée à la croissance saine. Elle est forcément pour vous, elle a un objectif de croissance inclusive, non? C'est ça? C'est ça que ça veut dire? Parce que une des premières fonctions de l'entreprise, j'avais pas tout à fait la même définition que vous, madame, tout à l'heure. La première fonction de l'entreprise, c'était de gagner de l'argent. Mais il y a très longtemps, ça. Oula, il y a très longtemps, oui, oui. très longtemps. Ça reste encore. Que les moins de 20 ans n'ont vraiment pas connu. Mais il paraît que c'était de gagner de l'argent. Et donc, maintenant, la croissance saine, peut-être, finalement, c'est de créer une entreprise capable, avec des outils comme la bénévolence, de fidéliser ses clients, donc de retrouver une croissance, on va dire, régulière. En cela, elle est saine. Et elle est inclusive, en cela qu'elle, effectivement, elle intègre totalement le collaborateur dans son plan de marche. Alors moi je parlerais croissance saine, c'est pas un terme qui me parle nécessairement. Par contre, croissance soutenable, oui, enfin soutenable en ce sens qui peut être menée avec les ressources dont on dispose aujourd'hui et puis avec ce qu'on nous donne. Et puis inclusive aussi, parce que inclusive ça veut dire qu'il n'exclut pas, et ça c'est aussi très important. Un des grands enjeux aujourd'hui des marques, c'est de protéger contre l'exclusion ou contre voilà. Donc ces deux termes-là me parlent. Soutenable par rapport aux ressources et à leurs limitations qu'on a aujourd'hui. Il est évident qu'on va devoir revoir un certain standard de croissance. Et, je veux dire, je ne vois pas comment on pourra faire autrement de toute façon. Et puis inclusive, par contre, dans la capacité d'une marque ou d'une entreprise, par contre, à ne pas exclure, à fédérer. Et là, on est vraiment au cœur du prendre soin pour moi. Pardon, et j'ajouterais à l'inclusion le fait, oui, de ne pas exclure, mais aussi de rassembler sans nier les différences de chacun et au contraire... Voilà, en faisant quelque chose de riche, ce qui va dans le sens Patrick, de la... Je voulais juste dire un mot sur ce point qui rejoint ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi une révolution à faire au niveau de la lecture des performances des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système archaïque qui est qu'on ne juge la performance des entreprises qu'avec les l'EBITDA, c'est-à-dire qu'avec le résultat de fin d'année. C'est archaïque et on ne pourra pas changer le monde si on ne change pas ça. En clair, si demain, les investisseurs, les banques, les fonds d'investissement ou les actionnaires ne disent pas à leurs dirigeants, aux dirigeants des boîtes, je vais te juger à la fin de l'année, et ta prime de fin d'année, ça ne sera pas simplement parce que tu as augmenté les l'EBITDA de 5%, mais aussi parce que tu as mis en place des actes, quels qu'ils soient, qui servent la société, les gens, etc. Tant qu'on n'aura pas ces deux éléments, c'est-à-dire une balance sur le résultat, il faut la garder, et l'autre élément de la balance sur les actes citoyens, etc., ou responsables, ça ne changera pas. Ça ne changera pas parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dirigeant d'une grande entreprise, que vous dites, tiens, à la fin de l'année, j'ai encore 3-4 ans à tirer dans une boîte en tant que dirigeant de petite, grande ou moyenne entreprise, qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je fais des actes qui nécessitent des investissements et donc ça va peut-être un peu pénaliser les l'EBITDA, ou est-ce que je continue à faire de l'EBITDA? Donc ça, il faut créer un mouvement de changement des règles de lecture de la performance des entreprises. Je ne dis pas que ce n'est pas en cours, il y a certains fonds d'investissement qui le font, mais ce n'est pas encore généralisé, au même titre que la Banque de France devrait aussi avoir un système de lecture de performance des entreprises, notamment sur le système de notation de fin d'année des entreprises, qui dépasse le cadre des résultats des aspects financiers. Exactement. Juste pour pardon, et en attendant que ça se passe, cette manière d'évaluer la performance différemment, justement, je trouve qu'un indice tel que la bénévolence, si on démontre à des financiers et à des actionnaires que ça peut créer de la valeur, du coup, c'est en ça que je trouve que c'est quelque chose qui peut être positif. Voilà. Bon, vous allez venir dans le groupe de réflexion de la bénévolence. Il y a un travail d'évangélisation, effectivement, des investisseurs, mais ce qui est intéressant, juste pour conclure, c'était que même dans ce livre, on trouve une entreprise américaine qui avait incité ses collaborateurs à faire grève pour le climat.
Donc, vous voyez comme quoi la bénévolence peut aller très très loin, hein, Patrick, je parle sous ton contrôle. Hein, c'était vraiment un acte de bénévolence, là, entièrement gratuit, on va dire, puisqu'on incitait les collaborateurs à faire grève pour le climat. Philippe, un mot de conclusion de votre... non, pas de la conférence, je vous rassure, mais sur justement la croissance saine, puisque vous aussi, vous êtes quand même dans un schéma de croissance saine, obligatoire. Nous, on est obligé. Moi, je suis très en phase avec la notion de soutenable, parce que nos projets durent longtemps. Hein. Durée moyenne pour mettre en place une éolienne, c'est 7 ans. Durée moyenne et elle vit pendant au moins 25 ans. Durée moyenne pour mettre des panneaux solaires, c'est 4 ans. Et elle vit pendant. Donc la croissance soutenable, quand on est là, il faut qu'on y soit avec des actes qui sont réguliers, récurrents. Donc moi, je crois beaucoup à la croissance soutenable. Ce concept me plaît bien. Croissance saine, on oppose croissance et saine, et je ne suis pas très à l'aise avec ça. Soutenable, c'est durable, et ça, c'est plus en lien avec ce que j'ai compris, moi, de la bénévolence durant cette séquence. Bien, merci beaucoup. Sophie Melquin, un peu de votre point de vue, la croissance, donc, ou du point de vue de votre groupe, elle est soutenable aussi? J'imagine que oui. Oui, forcément, mais nous, on sort d'une période un peu compliquée pour l'entreprise. Donc, on remet en place les fondamentaux. Et je crois que c'est ce que le client attend aussi en magasin, c'est qu'on assure les basiques du métier, c'est-à-dire qu'il puisse trouver les produits qu'il veut au bon moment et à bon prix. Donc ça, c'est les basiques. Et après, tout le reste, il faut le faire, mais ça prend du temps. Et par contre, je voulais dire que la conviction des dirigeants et donc mettre en place des autres indicateurs de performance, c'est important, mais la conviction du dirigeant, c'est essentiel pour que ça ruisselle, puisque c'est un mot à la mode, que ça ruisselle dans toute l'entreprise. Et puis, et aussi pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, Richard Branson, le fondateur de Virgin, disait si vous voulez prendre soin de vos clients, prenez d'abord soin de vos collaborateurs. Donc voilà, c'est aussi important. C'est une très belle phrase de fin, je vous en remercie. Juste avant de nous quitter, Patrick, tu nous avais parlé d'une petite anecdote de McDo. Alors, c'est peut-être le moment de la donner, non? Oui, bon, c'est une anecdote qui rigole. En fait, quand on a fait le premier indice, on s'est aperçu qu'une des plus mauvaises notes, c'était McDo. Donc le patron de McDo, que je connais bien, puisque c'est mon ancien patron, à l'époque c'était Jean-Pierre Petit, me dit, mais c'est quoi ton étude à la con? On est hyper performant, on développe un chiffre d'affaires incroyable, donc ton étude, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, on se fait engueuler, mais c'est pas très grave, c'est-à-dire que ça peut démontrer que dans certains cas, on peut avoir une entreprise qui fait du business, exemple Airbnb, et qui n'est pas jugée comme bénévolente. Une fois encore, même si l'indice de bénévolence, enfin le Bénévolence Index a été justement critiqué ou challengé, nous, on ne juge pas à la place des gens. Nous, on ne fait qu'observer ce que les gens disent en disant ce que pensent les gens, c'est que vous n'êtes pas une marque bénévolente, ce qui n'a rien à voir avec le business. Donc voilà l'anecdote. Il y en a d'autres, mais en fait, c'était la principale, puisqu'en fait, c'est celle que j'avais à l'esprit tout à l'heure. Très bien. Écoutez, vous l'aurez compris, la bénévolence en est à ses débuts. Ce qui sous-entend que nous allons être appelés à nous revoir, à reparler, à échanger à nouveau, à débattre et à appliquer évidemment tous les jours au sein de vos entreprises, madame, monsieur, les actes de bénévolence pour une croissance soutenable. C'est ce qu'on peut retenir en synthèse de ce qui a été dit aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Et puis à très bientôt. Merci à MBS, évidemment. Je vois que le directeur général n'est pas là, donc je ne vais pas lui demander de conclure. Donc je vais faire la conclusion à sa place. Voilà, au plaisir de se revoir très rapidement autour des mêmes sujets. Et vive l'entreprise.